Bonjour à tous. Ce live s'inscrit dans la 5e édition de la Digital Week à la Banque Populaire du Sud. La Digital Week, qu'est-ce que c'est? C'est un temps fort au cours duquel la Banque Populaire du Sud, ses collaborateurs et ses clients vivent encore plus fort au rythme de la data, de l'innovation et du digital. Et si le digital est important et la data une vraie richesse, il ne faut pas oublier les risques inhérents aux innovations technologiques et à notre dépendance à l'informatique. C'est pourquoi nous avons souhaité partager avec vous, les clients de la Banque Populaire du Sud, sur la thématique de la cybersécurité. La cybersécurité, on en entend parler tous les jours, de nouveaux cas qui pullulent dans l'actualité. Et ça fait vraiment partie des problématiques et des stratégies sur lesquelles les entreprises, quelle que soit leur taille et quel que soit leur secteur d'activité, se doivent d'être présentes. À la Banque Populaire du Sud, avec nos experts en cybersécurité, Éric Amiel et Fabrice Bouet, nous sommes convaincus que la préparation est essentielle. C'est pour cela que nous vous proposons d'aborder ce sujet avec une entreprise de notre écosystème local, spécialiste du sujet, pour vous donner quelques éclairages sur les enjeux d'une crise cyber. Léo, Alexandre, pouvez-vous nous présenter en quelques mots Devency Cybersecurity et nous expliquer pourquoi et comment se préparer à une crise cyber? Bonjour, déjà merci pour l'organisation de cet événement. Donc moi-même Léo Gonzalez, j'ai cofondé la société avec Alexandre Marguerite il y a bientôt 11 ans à Montpellier, le siège social. On a également des bureaux à Lyon, Nantes et Paris. Comme évoqué, on est spécialisé dans la cybersécurité, donc c'est l'aspect le plus large, on va dire, de la sécurité informatique, qui inclut la sécurité bien sûr autour de la data, mais aussi des systèmes d'information plus techniques et même des humains qui composent le système d'information. Donc on en a créé cette société de service dans l'objectif de pouvoir accompagner des clients privés et publics sur tout le territoire français, un petit peu à l'international également, dans la préparation aux cyberattaques, les aspects préparation de crise, et également dans la supervision de sécurité en 24/24 avec des interventions très rapides de l'ordre de 30 minutes. Également simuler des techniques d'attaque pour éprouver la sécurité des systèmes d'information de nos clients, qu'on appelle le pentest, la red team, mais également des centres de formation en cybersécurité, labellisés Calliope, pour former des clients, parfois même des confrères et concurrents, aux techniques avancées autour de la cybersécurité. Merci. L'idée aujourd'hui de cette présentation, c'est vraiment de pouvoir, de manière, on va dire, vulgarisée, mais en restant quand même concrètement dans de la technique, pour ceux qui ont besoin de comprendre techniquement comment se passe une cyberattaque, pour sensibiliser les dirigeants, mais également les responsables de services informatiques, à l'impact que pourra avoir une cyberattaque sur leur entité, que ce soit une entité publique, une entité privée, une association éventuellement. On parle de cyberattaque très couramment dans l'actualité. Ce qu'on a des fois du mal à dissocier, c'est la cyberattaque d'un point de vue technologique, un ransomware, donc un rançongiciel qui vient chiffrer vos données, vous demander une rançon, etc., de la crise que ça va pouvoir générer. À l'écran, il y a quelques exemples d'entreprises régionales, donc du sud de la France, qui ont subi malheureusement des attaques au cours des dernières années. 3 exemples qui sont pourtant très variés. Septéo, un éditeur de logiciels réputé. Quand vous signez chez un notaire, potentiellement vous signez sur une de leurs solutions. L'aéroport de Montpellier, on va pas présenter l'activité d'un aéroport, ou Orchestra, un magasin de vêtements pour enfants notamment, équipé de nombreux magasins et boutiques en Europe. La cyberattaque, peu importe son origine, la cause sera évidemment au-delà du simple système d'information. Des fois c'est un humain, des fois c'est simplement un attaquant qui arrive à exploiter une brèche technique, on y reviendra par la suite. Mais ce qui compte, c'est que derrière, l'impact va être global sur la société. La société, ses salariés, ses clients, potentiellement même ses fournisseurs et différents prestataires. Et Alexandre, peut-être si tu voulais compléter un petit peu cette notion de crise cyber. Oui, on dit souvent que, en fait, il n'y a pas de crise cyber, mais plutôt une crise d'origine cyber. Mais ça reste avant tout une crise d'entreprise, puisqu'on a une perturbation de son fonctionnement, ou alors on a eu une fuite d'informations, un impact vis-à-vis des données de mes clients, etc. Et donc, l'idée, c'est de se rendre compte de ce que ça implique sur l'entreprise, sur son dirigeant, ce que ça peut coûter aussi. On essayait de faire le calcul un petit peu rapidement avec Léo sur nos expériences passées, mais on est sur quelques milliers d'euros, voire plus de 10 000 euros par salarié en moyenne, le coût d'une cyberattaque.
Donc il ne faut pas négliger ça, et y compris sur des petites structures. Des fois on voit dans la presse les coûts sur des grandes, donc on a du mal à se projeter, y compris sur des très petites structures. Un exemple de petite structure, parce qu'on est quand même là, en plus on est avec une banque, donc l'argent c'est pas tabou. Une société montpelliéraine a été victime il y a quelques années d'une attaque, ils étaient environ 100 salariés. Aujourd'hui, ils ont mesuré à minima 700 000 € le coût direct de l'attaque. Et ils n'ont pas intégré le coût que cela peut avoir sur la réputation, sur l'impact moral aussi et psychologique des fois des salariés, parce que c'est pas facile à vivre aussi humainement quand le matin on arrive dans sa société, qui a un papier écrit à la main en disant la société est fermée, rentrez chez vous. Donc voilà, les coûts sont très difficiles à mesurer, mais ces coûts directs vont parfois même ne pas être mesurables simplement en euros. Quand on a perdu de la donnée, il va falloir ressaisir cette information parce qu'il va falloir rentrer dans notre logiciel l'intégralité des données perdues si tant est qu'on puisse les récupérer, mais aussi quand on a laissé fuiter indirectement ou involontairement, en tout cas on l'espère, une donnée confidentielle qui appartient à quelqu'un. Parce que toutes les entreprises en général travaillent pour des clients avec des clients. Imaginez le cas classique, vous êtes un laboratoire médical, vos données fuitent, c'est les résultats médicaux de vos patients qui ont fuité. On peut savoir qui était enceinte, qui est séropositif, qui a une maladie, qui peut avoir un cancer potentiellement, et là c'est extrêmement personnel, et l'impact ne va pas être mesurable d'un point de vue financier. Donc ça aussi, le dirigeant de la société doit le prendre en considération. Il n'y a pas que l'aspect financier, il y a un aspect éthique, et il y a aussi un aspect juridique qui fait partie de cette partie gestion de crise. Donc j'espère que vous allez nous aider à y voir un peu plus clair voilà. Tout au long du déroulé. L'idée, c'est pas d'être que dans un comportement anxiogène, hein, c'est bien sûr de montrer qu'on peut se préparer. La meilleure analogie, je pense, c'est la sécurité incendie. On ne peut pas éviter tous les départs de feu, sinon les pompiers n'existeraient pas. Cependant, bien sûr, en amont, on essaye d'avoir un tableau électrique qui est aux normes pour pas qu'il prenne feu pendant la nuit tout seul. Mais si à un moment ça arrive qu'il prenne feu, ou qu'on a fait une erreur, ou qu'on a un dégât des eaux et que ça déclenche un incendie électrique, il faut pouvoir le détecter tôt, mais il faut surtout s'être entraîné auparavant. On a tous fait des exercices d'évacuation incendie, que ce soit à l'école primaire, dans un hôtel, dans sa société. En fait, en s'entraînant, on va normalement identifier les difficultés qu'on pourrait avoir, malheureusement qui sont variées sur la cyber. On ne peut pas tout anticiper, mais quand on anticipe déjà 80% des choses, on est bien plus serein le jour où il y a une crise. Donc quelques exemples de crise. C'est vrai qu'on a tendance à assez rapidement, au vu de l'actualité, penser indisponibilité, penser plutôt ransomware. Donc c'est le phénomène où vos données sont indisponibles parce qu'elles ont été chiffrées par un attaquant et il vous demande une rançon pour pouvoir débloquer votre activité, débloquer vos données. Ça, c'est quelque chose aujourd'hui qu'il ne faut pas négliger parce que ça reste très courant, mais attention, l'origine cyber, c'est pas que ça. Ça peut être aussi d'autres éléments. Donc, par exemple, ça pourrait être votre chaîne d'approvisionnement, vos fournisseurs, votre chaîne de production qui est indisponible et qui ne fonctionne plus pour diverses raisons. On a eu des entreprises qui ont été en difficulté, ne serait-ce que parce que c'est leur fournisseur qui s'est fait attaquer et qui, du coup, n'est plus capable de les livrer, n'est plus capable d'assurer la continuité d'activité. Donc, pas mal d'impact au final sur l'indisponibilité et le fait que l'entreprise n'est plus dans son fonctionnement normal. Là, on essaye de limiter l'impact au maximum, bien sûr. On peut avoir les sujets de divulgation. Léo en parlait tout à l'heure avec, par exemple, des données médicales qui auraient fuité. Mais donc ça, c'est assez classique et ça peut aller avec la première attaque. C'est-à-dire que souvent, l'attaquant, ce qu'il va faire, ou le groupe d'attaquants, c'est qu'il va rendre indisponible votre système, il va vous dire pour retourner en fonctionnement, il faut payer la rançon. Si vous tardez un petit peu à payer la rançon, il se dit « Oula, vous allez peut-être restaurer les sauvegardes ». Il vous dit « Du coup, je vous ai aussi volé de la donnée, regardez, je suis en train de les publier sur Twitter. Si vous ne payez pas la rançon, je publie toutes vos données sur Internet. » Histoire de mettre en fait un double coup de pression sur le fait que vous mettre en difficulté pour que vous payiez la rançon, bien sûr. Donc la fuite de données, c'est quand même assez courant et des fois dans cet objectif-là. Ça peut être tout simplement aussi pour vous nuire. Hein. On en parlera un petit peu sur les motivations des attaquants après, mais on peut avoir des personnes qui ont la volonté de nuire à une société parce que diverses raisons, hein, c'est ce qu'on appelle un petit peu l'activisme, et donc voilà, la société ne plaît pas, on a envie de lui nuire. Ça peut être après de l'usurpation d'identité où vos données peuvent servir à réattaquer une autre société parce que
ben, vous avez des informations sur cette société et en fait, vous n'êtes qu'un dommage collatéral d'une attaque finale. Ça, c'est assez courant également. L'altération, c'est des fois un petit peu dur à visualiser, mais imaginons qu'on altère le code source d'une application qui fait que derrière, elle va plus fonctionner comme il faut, elle va créer des erreurs, elle va créer des problèmes, ou tout simplement on altère une chaîne de production, et du coup tous les produits qui sortent de la chaîne de production sont défectueux. Et en fait, il y aura un rappel plusieurs mois plus tard, il faudra reprendre tous les produits, les refaire à vos frais. Voilà, ça peut coûter extrêmement cher. On voit souvent l'exemple sur les véhicules. L'exemple le plus parlant peut-être, c'est aujourd'hui votre véhicule est capable de freiner tout seul, d'avoir un régulateur de vitesse. On a eu l'époque Renault dans la presse qui avait fait grand bruit. Tout ça, c'est du code source pour visualiser. Le code source peut faire fonctionner une machine du monde réel. Aujourd'hui, l'informatique, ce n'est pas que du virtuel. Donc, bien visualiser que ça peut causer des dégâts humains également. Et puis, c'est des machines qui ont produit tout ce qui est dans le monde réel. Donc, voilà, une petite faiblesse sur une pièce, quelque chose d'un petit peu défectueux. Fait que ça pourrait être aussi assez dommageable derrière. Le coût direct, on ne le visualise pas toujours aussi, mais on a plusieurs exemples de coûts directs, dont un qui est de plus en plus courant, c'est la consommation cloud pour miner. Donc en fait, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises commencent à avoir des infrastructures cloud qui leur permettent de déployer plus facilement tout un tas de systèmes et de bénéficier de cette puissance de calcul qui est à disposition. Et généralement, on paye à la consommation lorsqu'on va utiliser ces services. Et ce qui arrive de plus en plus, c'est qu'en fait, ce sont les accès à ces services qui se font pirater. Donc, ce n'est pas directement le service cloud qui est piraté, ce sont vos comptes d'accès pour utiliser vos services cloud. Et au lieu que ce soit vos ressources qui sont utilisées, l'attaquant va en fait déployer de la puissance de calcul, des ressources, notamment pour miner des crypto-monnaies, ce qui peut lui rapporter pas mal d'argent. Et pour vous donner un ordre d'idée, on a déjà eu des clients où on est aux alentours de 300 000 € par semaine. Donc le temps qu'on s'en rende compte, la consommation de ressources qui a servi à miner des crypto-monnaies peut coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros par jour. Et donc ça peut chiffrer très très vite. Et là on est sur un coût direct puisque l'hébergeur cloud, il vous dit mais en même temps c'est vous qui avez créé les ressources, c'est vous qui avez consommé. Vous me devez l'argent, vous aviez qu'à sécuriser comme il faut votre compte. Prendre l'analogie de votre facture d'eau ou votre facture d'électricité, si votre enfant décide d'allumer, remplir une piscine en plein hiver et de la vider juste derrière, bien sûr vous allez être facturé pour l'eau, c'était votre responsabilité. Alors, on vous rassure, dans certains cas, les fournisseurs, c'est déjà arrivé qu'ils comprennent et qu'ils essayent, comme des fois votre banque quand il y a une fraude, même si c'est vous qui vous êtes fait voler votre carte bleue, il y a toujours des fois des moyens de discuter, de comprendre ce qui s'est passé. Et également, je voudrais rebondir là-dessus, en plus de leur permettre à ces attaquants de générer de l'argent, parce que quand on mine des crypto-monnaies, c'est un peu l'analogie de je viens miner des pièces d'or en vous ayant volé votre bulldozer, donc j'ai utilisé vos ressources pour récupérer de l'or. Souvent, ce qu'on oublie, c'est que cet argent, il tombe directement dans les mains des pirates, mais certains de ces pirates, il faut le dire, il ne faut pas de tabou là-dessus, peuvent être des organisations liées à du terrorisme ou des États totalitaires. Donc vous pourriez indirectement être assimilé à du financement indirect de ces organisations-là. Donc il y a un double risque pour vous. Un, c'est financier, bien sûr, et puis en plus, quand on vous a piraté vos comptes d'accès cloud, peut-être qu'ils ont accès à d'autres choses, mais en plus de ça, vous pourriez avoir des répercussions indirectes derrière, bien plus graves qu'un simple préjudice financier. On voit bien quand même avec l'avènement du cloud, l'avènement même de l'intelligence artificielle, difficile de ne pas y aller, donc du coup c'est méfiance. Méfiance et surveillance. On va prendre l'analogie, moi j'aime bien du compteur d'eau. Quand on commence à avoir un système d'arrosage extrêmement grand, imaginez l'arrosage à Versailles, ça coûte forcément très cher. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, depuis pas mal d'années quand même? Il y a plein de petits compteurs d'eau qui ont été installés, mais surtout qui sont surveillés. C'est bien beau d'avoir son compteur d'eau, mais qui relève son compteur d'eau tous les jours? Pas grand monde. Aujourd'hui, on l'a eu sur le compteur électrique, on a un compteur connecté, on peut recevoir des fois une alerte, moi, je suis chez Engie, attention, vous avez une consommation anormale la veille. Donc on ne peut pas forcément se prémunir de tout, mais en surveillant, même analogique pour l'incendie, si on a un détecteur de fumée et qu'on est capable de savoir quand il sonne, parce qu'on ne parle pas du détecteur de fumée de son appartement qui, quand il sonne et qu'on n'est pas là, sonne sans nous. Là, il va pouvoir envoyer une notification, on va pouvoir alerter les bonnes personnes, et surtout, ces personnes doivent être en mesure d'intervenir pour comprendre ce qui s'est passé, si c'était une véritable alarme. Potentiellement, c'est une fausse alarme, ça peut arriver. Vous avez fait cuire des crêpes, ça déclenche le détecteur de fumée, c'est pas grave en soi.
Mais il faut que vous l'ayez et que vous soyez en mesure d'intervenir rapidement pour limiter les dégâts. Et on y viendra un petit peu plus loin. Là, c'est aussi pour rassurer les gens. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas empêcher tous les accidents de voiture. Vous ne pouvez pas éviter qu'un jour quelqu'un vous rentre dedans en voiture ou vous-même vous rentrez dans votre portail parce que vous avez mal vu le soir en vous garant. Ben, vous avez des assurances qui existent pour couvrir ces dégâts-là. Attention, les assurances ne vont pas payer la rançon demandée par des attaquants. C'est très rare, mais normalement, elles ne le font pas. Mais surtout, vous vous exposez aussi potentiellement, on y vient dans des points ultérieurs, à des amendes potentielles pour négligence ou non-respect de certaines règles de sécurité. Et là encore, ces amendes qui vont s'appliquer généralement à la personne morale, sauf s'il y a eu des cas beaucoup plus graves, mais normalement c'est la personne morale donc qui doit payer l'amende. Déjà, ce n'est pas déductible fiscalement pour vous, donc vous allez en plus payer l'impôt société dessus. Mais surtout, l'assurance n'a pas le droit de payer une amende en France. Donc vous allez vraiment payer 2 fois ce coût de cette attaque. Le coût de l'attaque directe, le coût de l'amende s'il est prouvé que derrière vous avez fait preuve de négligence ou que vous aviez mal sécurisé votre système. Tout comme vous ne changez pas les pneus de votre voiture, vous roulez avec des pneus lisses, bah, la circonstance peut être aggravante pour vous si ça va au tribunal. Et attention, on n'est pas en train de dire n'utilisez pas les services cloud, ça peut vous coûter de l'argent. On est en train de dire faites attention à ne pas vous tromper de combat, des fois en se disant le seul risque que j'ai, c'est que le service cloud se fasse pirater. Ben non, vos propres accès de gestion du service cloud ont plus de chances de se faire pirater au final que le service cloud en lui-même. Et là, c'est votre responsabilité, comme c'est votre responsabilité d'avoir fermé votre porte à clé quand vous partez de chez vous. Bah, personne ne stocke, j'espère personne ne stocke des liasses de billets sous son matelas. C'est quand même un peu plus sûr dans une banque. En général, la banque, elle a un très haut niveau de sécurité. En tout cas, pour travailler avec vous, je sais que c'est le cas et on ne serait pas client chez vous non plus. Le plus gros danger aujourd'hui, même sur le milieu bancaire, c'est l'utilisateur qui se fait berner par une fraude au président. Et tu parlais tout à l'heure d'IA. L'intelligence artificielle aujourd'hui a permis de rendre accessibles des attaques qui autrefois étaient très compliquées. On connaît peut-être, il y a une série Netflix là-dessus, l'attaque d'une personne qui, il y a une quinzaine ou vingtaine d'années, se faisait passer pour un ministre avec un masque en silicone. Ça coûtait cher, c'était compliqué, il fallait qu'il soit très bon acteur. Aujourd'hui, n'importe qui, en 15 minutes littéralement, et 10 € peut-être de logiciel, peut se faire passer pour n'importe qui d'autre en visio. Peut appeler quelqu'un en changeant le numéro de téléphone. Dans certains cas, on peut afficher un mauvais numéro. Donc il faut être extrêmement vigilant là-dessus. Mais du moment qu'on le sait, on s'adapte. Si quelqu'un vous appelle pour changer votre IBAN sur un site ou un autre, normalement, vous vous posez la question 2 fois. Vous ne le faites pas dans l'instantané. Vous vous posez un petit peu. Au pire, vous attendez le lendemain. Vous confirmez par un autre canal. Même chose avec les cyberattaques. Vous avez malheureusement aussi des fois des attaquants qui vous font croire qu'ils vous ont piraté. Et ils vont simplement tenter de vous faire chanter. Vous recevez « nous avons mis un virus sur votre ordinateur payé ». En fait, ils n'ont même pas réussi à mettre le virus. Ils vont tenter de jouer avec cette peur et cette fameuse réaction un petit peu réflexe qu'on a humaine de dire « je panique, je clique un peu partout, allez-y tranquille ». Même si une cyberattaque est en cours, à la rigueur, vous désactivez Internet pour vous bloquer, mais ne pas surréagir non plus, c'est une des choses qu'on verra juste après. La communication et la réaction doivent être rapides, mais pas précipitées. Et est-ce que vous pourriez nous parler rapidement de quelques profils différents d'attaquants? Alors, je vais me lancer sur le premier, et après je vais faire parler un petit peu Alexandre. Bien sûr, un attaquant, qu'il soit dans le monde virtuel ou dans le monde réel, et les deux sont de plus en plus proches, imaginez un cambrioleur. Généralement, le premier motif du cambrioleur, ça reste quand même quelque chose de financier. Il va venir voler votre argent, vos pièces d'or, dans le monde d'un Far West, attaquer une diligence, attaquer la banque s'il est capable de le faire, c'est un peu moins le cas aujourd'hui. Mais également, parfois, il va vouloir voler une œuvre d'art pour la revendre, et dans certains cas, il va vouloir voler une œuvre d'art juste pour l'avoir chez lui. Donc c'est pas lucratif directement, on y vient aussi un peu plus loin. Mais dans beaucoup de cas aujourd'hui, pour les entreprises en tout cas, c'est pas que l'argent instantané qui intéresse, c'est le savoir, c'est la connaissance de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle l'espionnage industriel. Bien sûr, vous avez des grands pays qui s'espionnent entre eux, ça a toujours été le cas et c'est encore le cas aujourd'hui. Là, il y a des enjeux énormes, ça peut être sur les plans d'un futur avion, sur les plans d'un barrage pour remporter un appel d'offres énorme dans un domaine sensible. Mais ça peut aussi être des fois des plus petites sociétés. Vous êtes une TPE ou une PME, vous êtes spécialisé dans un système électrique, vous fabriquez un nouveau transformateur qui est génial pour aller sur une éolienne. Votre PME, elle emploie 30 personnes. Cette petite technologie intéresse malheureusement beaucoup de monde. Vous en rendez pas forcément compte. Vous pourriez être attaqué pour ça.
Ou bien, et on y arrive derrière, parce que vous avez accès via votre société à une autre société plus grande, et c'est cet intérêt lucratif final qui est intéressant, vous êtes le dommage collatéral. Donc ça, c'est lucratif. Et après, Alexandre, peut-être tu veux continuer sur... Ouais, on voit aussi beaucoup de hacking idéologique. C'est quelque chose qui arrive de plus en plus souvent. Les hackers peuvent être aussi jeunes, enrôlés dans divers services et venant de divers pays. On n'a pas tous les mêmes idéologies. Et donc, vous pouvez vous retrouver un petit peu victime collatérale. Alors, soit parce que vous êtes dans des domaines industriels particuliers et il peut y avoir du hacking écologique, lié à votre environnement, soit parce que vous avez dit quelque chose sur les réseaux sociaux qui ne revenait pas à un groupe, et du coup, pareil, il y a un hacking idéologique lié à cette déclaration voilà, de telle ou telle personne ou du service communication. Ça peut être lié aussi à la géopolitique, et là c'est un petit peu dommage collatéral, hein. On le voit en ce moment, il y a quelques tensions dans l'actualité, et pour ne pas prendre des sujets trop récents peut-être, mais on a eu il y a quelques années avec l'effet « Je suis Charlie » suite aux attentats, on a eu des clients, notamment on avait eu un client qui avait émis par exemple des coques de téléphone « Je suis Charlie » et qui avait fait des publications en rapport avec ça. Il s'est fait pirater juste pour ça. Donc on peut voir vraiment des effets de bord inattendus sur le hacking parce que vous avez fait une action de soutien à un groupe idéologique, et puis en fait il y en a un autre à qui ça ne convient pas, et du coup vous vous retrouvez victime collatérale. Donc ça arrive. L'étatique, tu en parlais un petit peu avant, ça existe, hein. Tout le monde n'est pas concerné. Ceux qui sont concernés, en général, ils en sont conscients et ils essayent de faire le nécessaire. Ça devient assez difficile de s'en protéger comme il faut, ou en tout cas ça demande un certain nombre de moyens, donc il faut bien se poser la question, est-ce que je suis réellement concerné par la probabilité d'un hacking étatique sur ma structure. Ce qui arrive aussi, c'est le côté un peu ludique. On a de plus en plus d'adolescents, hein. Des fois j'aime bien dire, Kevin, 14 ans, qui a acheté Hacker Magazine, c'est un peu l'image, et il fait des bêtises dans sa chambre, et malheureusement ça arrive. J'avais vu une fois une annonce de la gendarmerie qui était assez intéressante. C'était un gamin, une quatorzaine d'années. Ils sont arrivés chez lui et en fait, il avait piraté 150 ou 180 sites internet depuis sa Livebox à la maison. Et bon, évidemment, ils l'ont retrouvé, mais c'était juste un jeune. Mais en attendant, c'est 180 entreprises qui se sont fait pirater par ce jeune qui avait juste envie de marquer beau gosse du 34 sur le site et de se la raconter à l'école. Donc, ça peut malheureusement arriver. Il peut y avoir le défi technique, hein. Éviter les annonces du type « on est impiratable ». Vous êtes sûr que top challenge sur les forums de hack, tiens, on va lui montrer s'il est impiratable, donc on évite de tendre le bâton pour se faire battre. Et puis le côté un peu pathologique, hein, il peut y avoir de la vengeance, il peut y avoir des gens qui juste ont une forte volonté de nuire, et ça c'est, même si des fois ils ont peu de moyens techniques, j'en sais rien, un ancien employé malveillant, c'est peut-être pas le plus gros hacker du monde. Par contre, l'énergie qu'il va y mettre peut faire que ça devient dangereux. L'énergie, puis peut-être déjà la connaissance même de l'entreprise. Et puis avec beaucoup de connaissances de l'entreprise, et des fois, il peut aussi embaucher quelqu'un qui s'y connaît beaucoup plus en hacking en lui donnant les moyens de nuire. Et ça peut être assez douloureux aussi. La chaîne d'une cyberattaque, on souhaitait bien sûr revenir dessus. Alors c'est une chaîne, il y en a d'autres, et puis elles ne sont jamais strictement identiques. Si on reprend l'analogie d'un cambriolage, normalement, un cambrioleur, j'ai envie de dire, qui se respecte, réfléchit avant d'aller attaquer une maison. Il ne va pas aller sur celle où il y a un Doberman qui dort juste derrière. Donc déjà, il va vérifier si la cible qu'il pense attaquer est relativement mal protégée, que c'est une cible facile, ou bien que même si elle est protégée, elle est dans un secteur où il y a probablement moins de risques pour lui aussi de répercussions. Alors des fois, c'est simplement attaquer un pays qui est loin d'une autre, où on sait qu'il n'y a pas d'accord d'extradition, ou un pays qui est ouvertement en conflit avec un autre pays ou un autre groupe de pays. Alors on le voit en ce moment, hein, on peut citer avec le conflit Russie-Ukraine, forcément un groupe de hackers, ou en tout cas quelqu'un qui se ferait passer, ça arrive aussi pour quelqu'un de russe ou russophone, c'est peu probable, même si on sait qui c'est, que la police aille en Russie pour lui chercher bien sûr des embrouilles. La difficulté, c'est que n'importe qui aujourd'hui dans le monde peut, du moment qu'il a une connexion Internet,
et que votre entreprise est exposée sur Internet, ce qui est le cas de toutes les entreprises aujourd'hui, essayez de comprendre comment vous fonctionnez et potentiellement aussi de chercher des failles visibles de l'extérieur. L'analogie du cambriolage, à l'origine, il fallait passer dans la rue. Alors des fois, avec Google Street View, on peut aussi voir de loin, mais ce n'était pas très précis. Ah, il n'y a pas de barreaux aux fenêtres. Le portail n'a pas de pic au-dessus. Il n'y a pas l'air d'avoir de chien. Je ne vois pas de porte qui a l'air d'être renforcée ou blindée. La cible a l'air plutôt facile. Pour peu que les volets soient fermés pendant 2 mois, peut-être une résidence secondaire, on est en zone, c'est peut-être l'hiver, il y a moins de monde. Ça, c'est une cible facile. C'est la même chose en informatique, en cybersécurité. Une cible facile, une cible dont le site web n'évolue pas. Ils n'ont jamais mis à jour. Une cible dont on voit que pour se connecter à leurs accès VPN, donc les accès des fois à distance de leur entreprise, en bas, il y a le numéro de la version, il est marqué copyright 2021. Ça fait 2 ans que ce n'est pas à jour. Probablement que ça sera plus facile de s'y intéresser. Et d'ailleurs, là-dessus, on parlait tout à l'heure de la motivation financière d'attaquants. Beaucoup d'entre vous peuvent se dire, et pourquoi ils attaqueraient ma structure pour espérer se faire de l'argent? Mais en fait, c'est juste parce que vous êtes une cible facile. Potentiellement, l'attaquant, il en veut pas à le cambrioleur, il n'en veut pas à votre maison en particulier. C'est juste qu'il est passé dans la rue, il s'est dit, cette maison semble facile à cambrioler et potentiellement, il y a de la valeur à l'intérieur. Mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre, c'est tombé sur vous, ça pourrait tomber sur le voisin. C'est la même chose en informatique, à part quand on est dans le côté activisme, etc., où vous êtes ciblé. Dans ces cas-là, le rançongiciel typiquement, etc., généralement, l'entreprise n'est pas ciblée. C'est juste qu'elle avait l'air facile à pirater. Un point important là-dessus à rajouter, c'est que si vous oubliez de fermer votre maison à clé, ça a dû arriver à beaucoup de monde. Moi, ça m'est déjà arrivé même de retrouver les clés sur la porte un soir. Je les cherchais toute la journée et en fait, elles étaient sur ma porte. Si vous oubliez de fermer votre porte, il est peu probable que le soir, votre maison ait été cambriolée. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui passe devant votre appartement ou votre maison. Aujourd'hui, dans la recherche de failles, la recherche de cibles faciles, c'est automatique. Les hackers vont lancer des scans automatisés. Et si vous oubliez de fermer votre porte, il est probable que dans les minutes, heures ou jours qui suivent, quelqu'un se rende compte que votre porte soit ouverte, parce qu'il y a des gens qui essaient d'appuyer sur toutes les portes, comme les poignées de voiture, des fois dans la rue le soir. Et là, ça va être le monde entier qui peut s'intéresser à trouver des portes ouvertes. Et c'est encore pire pour vous, parce que si la porte est ouverte, vous avez oublié de mettre un mot de passe, vous avez laissé un mot de passe par défaut, ce genre de choses, ça prend quelques dizaines de secondes à l'attaquant de se connecter, et potentiellement, dans ce cas-là, entre guillemets, de changer la serrure. Et là, il aura tout le temps qu'il faut ensuite pour continuer son attaque. On a eu un client récemment, le système sur lequel on était intervenu qui s'est fait pirater 14 fois d'affilée par 14 groupes d'attaquants différents. À un moment, il a laissé le système ouvert, il y en a 14 qui se sont jetés dessus et qui ont limite essayé de virer leurs concurrents du système pour garder eux le système. Donc voilà, pour vous dire que voilà, c'était une cible facile et assez automatisée du coup. Puisqu'évidemment, ce n'est pas cette entreprise qui a été ciblée par 14 groupes. Quoi. Quand on continue sur la chaîne d'attaque, bien sûr, une fois qu'il y a cette cible qui est trouvée, il y a l'intrusion. Bon, j'ai cassé une fenêtre, j'ai trouvé avec un cintre, j'ai ouvert la portière de la voiture. Même chose côté cyber. Ils utilisent des scripts d'attaque, ils vont utiliser des fois des logiciels, des techniques connues, des techniques moins connues. Assez standard malheureusement pour nous, mais c'est la phase d'intrusion, c'est j'arrive à rentrer dans le système s'il n'était pas déjà ouvert. Phase d'après, c'est là où c'est intéressant, c'est que des fois l'attaquant ne sait pas comment vous fonctionnez à l'intérieur de votre système. Et lui, sauf si c'est un ancien salarié qui connaît tout de vous, c'est encore plus facile pour lui. Ou si vous avez laissé traîner vos plans et toutes vos données un peu partout, ou bien, on y revient, votre architecte qui a fait vos bâtiments s'est fait pirater. Bien sûr, tous les plans de chez vous sont disponibles, on sait où se trouve la salle des coffres, le serveur informatique, etc. Mais là, l'attaquant, généralement, quand il est chez vous, il va prendre un petit peu de temps pour reconnaître, pour faire une reconnaissance. Et on y vient un petit peu dans la phase de détection, mais c'est à ce moment-là, généralement, que l'entreprise a le plus de chances de se rendre compte si elle est vigilante, parce qu'on trouve ça suspect, quelqu'un qui fait toutes les portes, qui vient ouvrir toutes les portes et qui regarde partout. En informatique, ça se voit, ça laisse des traces. Il y a des solutions qui permettent de détecter ces comportements anormaux. Malheureusement, si on n'a pas détecté l'attaquant à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? La suite. Il va tenter de prendre possession de l'intégralité de votre système via ce qu'on appelle, nous, techniquement, une escalation de privilèges. C'est un petit peu comme votre salarié potentiellement qui s'occupe de l'entretien. Normalement, il a juste des clés qui lui permettent d'accéder à 5-6 bureaux.
Là, en prenant le temps, il a trouvé la salle avec toutes les clés, il a ouvert la boîte à clés et il a pris la clé en réalité de sécurité incendie qui donne accès à tout le bâtiment et il a réussi à passer au niveau supérieur. Là, j'ai envie de dire, c'est malheureusement game over. Et c'est peut-être là aussi où il a la possibilité désormais de pouvoir effacer les précédentes traces qu'il a laissées. Ça, c'est un point assez délicat en plus en cybersécurité, c'est que dans ce monde virtuel, beaucoup de traces, donc c'est des lignes de texte en fait qui sont enregistrées dans un fichier pour dire 16h15 il est rentré, 16h16 il a ouvert telle porte. Si on a tous les droits, on a généralement le droit d'effacer tout ça. Ou pas forcément même de l'effacer, mais de changer un horaire ou de changer le nom, parce que c'est même limite mieux que de ne pas montrer son passage, de faire croire que c'était pas nous, c'était Pierre. Parce que là, ça va être encore plus compliqué de comprendre ce qui s'est passé derrière. Et pour finir, bien sûr, prise de contrôle de l'infrastructure, et les dégâts derrière vont être variés en fonction des types d'attaques, si on voulait prendre de l'argent, poser un ransomware, miner des crypto-monnaies. Donc ça, c'est une chaîne classique. On a mis un autre schéma plus technique. La source, c'est l'ANSSI, la NSSI. En France, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information qui dépend du bureau du Premier ministre, pour les gens un peu plus technophiles. L'idée, c'est plus que vous sachiez comment un attaquant, une fois qu'il est dans votre système, va fonctionner. Ça passe par ce qu'on appelle généralement un service qui va distribuer la menace au plus grand nombre chez vous, qui va essayer d'automatiser l'attaque pour toucher le plus d'utilisateurs. Parce que si vous avez 2 utilisateurs sur 2000 qui sont touchés, peu probable que vous payiez une rançon. Vous allez dire, bon, c'est bon, je reprends le boulot. S'il a réussi à automatiser ça, à distribuer techniquement l'attaque partout, les dégâts seront bien plus impressionnants pour vous. Potentiellement en plus, vous avez, je reprends l'exemple de Pierre, la conjointe de Pierre, il se trouve qu'elle est journaliste. À la maison, lui, il va lui en parler. Au fait, ce matin, au bureau, tout était piraté. L'information peut vite fuiter sans même vouloir être malveillant, ça peut partir d'une bonne intention, l'information va très rapidement être visible, ou tout simplement votre site web affiche une page, vous avez été piraté, le monde entier sera au courant. Donc là-dedans, la communication qui va suivre, c'est les slides qui arrivent ensuite, va être clé. Alex ? Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes dans une crise cyber, et vous avez vu qu'il y a différents types de crises cyber, mais à la limite, peu importe ce qui s'est passé, que ce soit un ransomware, une fuite de données, la première chose, c'est que notamment l'équipe de direction de l'entreprise va devoir prendre des décisions alors qu'on n'a pas l'information. Et ça, c'est vraiment une situation très courante et qui est souvent très perturbante pour les dirigeants. C'est de se dire, oui, mais là, je dois acter des choses alors que je ne sais pas. Voilà. On parlait d'un aéroport tout à l'heure. Est-ce que je dois rerouter les avions sur un autre aéroport ou pas, en sachant que j'ai assez peu de certitudes? On vient de découvrir l'attaque, on a quelques informations, mais malheureusement, on va devoir constamment prendre des décisions avec des informations qui vont évoluer dans le temps, et peut-être qu'on était parti d'un postulat à un moment et qui va changer en cours de route. Une analogie que j'aime bien donner, c'est la médecine. Vous venez d'avoir un accident de la route, vous êtes amené, j'espère, rapidement à l'hôpital. Et là, l'équipe médicale, voire même l'équipe dans l'ambulance ou le premier médecin qui arrive sur place, va devoir prendre des décisions. Mais il ne connaît pas votre groupe sanguin, il ne sait pas ce qui s'est passé avant, il ne sait pas si vous êtes allergique. Mais surtout, des fois, il n'a même pas encore pu faire de radio, de scanner pour comprendre ce qui se passe. Donc la décision d'action, ou des fois d'inaction, ça peut aussi être une décision de ne pas faire pour attendre, d'avoir mieux, sera prise en son âme et conscience. Normalement, on prend la décision qu'on estime la meilleure à ce moment-là. On pourra se rendre compte des fois 1 heure après, 1 semaine après, voire 1 an après que ce n'était pas la bonne. Bien sûr, on va analyser ce qui s'est passé dans le futur et essayer de comprendre, mais il faut rester humble et surtout ne pas penser, ne pas voir le mal partout dans une communication de crise ou dans une gestion de crise. Très souvent de l'entreprise, penser faire au mieux. Bien sûr, on a des cas de dirigeants de services publics ou privés qui ont voulu maquiller un petit peu la crise, à tort ou à raison, principalement à tort généralement parce qu'il vaut mieux communiquer, mais des fois aussi on ne peut pas se permettre, admettons on a une crise sur un système médical, tant qu'on n'a pas plus d'informations, est-ce qu'en fait c'est juste peut-être un bug isolé et on pense que c'est une attaque, ou est-ce qu'en réalité c'est une véritable attaque? Est-ce que je dois fermer tous les hôpitaux parce qu'ils utilisent telle machine d'analyse sanguine sous crainte que tout soit compromis, ou en réalité j'attends d'en savoir plus avant de leur dire d'arrêter d'utiliser mes machines, parce que si je force tout le monde à arrêter d'utiliser ma machine, je vais causer peut-être d'énormes dégâts derrière, sans même parler des répercussions juridiques, juste humaines. Donc là aussi, cette incertitude
est très compliqué, mais il faut acter. Donc il faut une On a personne besoin d'avoir une équipe direction au qui est sommet qui lucide décide. et qui essaye quand même de prendre des décisions et qui ne s'énerve pas parce qu'on n'a pas toutes les informations. C'est comme un médecin qui doit à un moment rester lucide, prendre des décisions avec les informations dont il dispose. On a cette notion aussi de double temporalité parce que vous avez des effets immédiats, l'entreprise est impactée maintenant, il se passe des choses et en même temps ça va durer. C'est-à-dire qu'une crise, ça se résout rarement en quelques heures. Voilà. Imaginez plutôt quelques semaines, voire quelques mois pour totalement être sorti de la crise, si jamais, j'espère pour vous, vous arrivez à en sortir. Donc, il faut essayer de traiter l'immédiat, parce que l'impact le plus fort, il est maintenant, et en même temps anticiper que la sortie de crise, ça va être un marathon et pas une course sprint. On dit souvent une crise, c'est un marathon couru au rythme du sprint. Un point là-dessus, c'est que cette temporalité, vous la vivez en tant que dirigeant ou responsable informatique, mais il y a aussi vos salariés qui vont la vivre différemment, parce que, on prenait l'exemple des magasins Orchestra ou n'importe, hein, quand il y a une cyberattaque, les gens ne peuvent plus venir travailler, mais potentiellement, ils ne vont pas toucher à leur salaire non plus. Mais si on est le 4 du mois et que les salaires sont versés le 30, ça vous laisse un peu de temps, mais il faut tout de suite l'anticiper. Il y a des notions de je vais demander à la banque de rejouer tous les virements du mois précédent, dans le doute, plutôt que de prendre le risque de faire un mauvais virement à ce moment-là et de mettre des personnes dans la difficulté. On pourra toujours aller récupérer les quelques euros de plus ou de moins, et si le commercial n'a pas eu sa prime ou j'en sais rien, ou il manque une prime de déplacement de 15 euros, c'est pas très grave. L'important, c'est vraiment de ne pas se précipiter sur les premières heures de la crise, mais dès les premiers jours, d'avoir sollicité l'avis d'un maximum de personnes qui sont concernées dans l'entreprise. Donc ça peut être le CSE si on en a un, ça va être les ressources humaines, ça va être la finance, RH bien sûr, donc pardon, ressources humaines, mais ça va être parfois nos clients, nos fournisseurs, comprendre comment eux vont être impactés, parce que si mon fournisseur dans une semaine doit venir avec des semures mortes me livrer et que je ne peux pas accepter la marchandise, je vais peut-être jeter des milliers d'euros ou des dizaines de milliers d'euros de marchandises. Donc, toujours garder ces éléments en tête. Pensez aussi que la crise cyber a tendance à se propager, bien plus que ce que pourrait se propager un incendie, hein, quand on visualise le bâtiment et le feu. Donc, attention, la crise peut être détectée à un endroit, peut se propager à un autre, et l'idée, ça va être, dans la réaction, on en parle un petit peu après, de quand même essayer au maximum de limiter la propagation. Mais ayez ça en tête, vous allez peut-être prendre des décisions, et puis entre-temps, il va y avoir propagation. Et puis, ne vous focalisez pas uniquement sur la faute à qui, parce que c'est très difficile en cyber d'identifier clairement pourquoi, l'origine de la menace. Par contre, n'oublions pas quand même d'identifier l'origine de la menace, même si on sait que ça ne va pas servir spécialement à mettre au tribunal une personne physique. C'est important de comprendre dans la chaîne d'attaque qu'on a vue tout à l'heure comment ça s'est produit pour éviter d'avoir une nouvelle attaque un peu plus tard. Parce que l'attaquant, il est malin. Hein. Il vous a demandé une rançon, vous avez réussi à repartir, rebelote dans 3 semaines pour voir si cette fois-ci vous ne payez pas la rançon. Donc tant que vous n'avez pas compris comment le cambrioleur est rentré dans la maison, en même temps, vous ne pouvez pas resécuriser la maison et donc vous ne pouvez pas vraiment remettre tout ce qui a de la valeur à l'intérieur parce que vous allez vous faire cambrioler à nouveau. Donc la notion d'attribution, c'est assez difficile à avoir, mais il faut quand même remonter à la source pour comprendre comment. Et en même temps, on sait qu'on ne trouvera pas toujours la personne. Un point là sur l'attribution qui est important aussi, on n'en a pas parlé ou très peu parlé depuis le début, c'est les autorités. Bien sûr, il y a la police et la gendarmerie, on travaille régulièrement avec les équipes, que ce soit de la PJ ou de la gendarmerie. Ça dépend de votre zone, mais globalement, ils font le même travail. Eux, c'est important quand même de les prévenir vite. Alors des fois, il y a des aspects réglementaires. Votre assurance vous demande de déposer plainte dans un certain délai, dans les 3 jours. Vous allez avoir certaines autorités comme la CNIL, si vous avez eu une violation de données personnelles, donc des données à vous, de vos salariés, de vos clients, vous devez notifier. Là aussi, vous avez 72 heures en général pour le faire. Puis vous pouvez faire une première notification avec les éléments que vous avez à ce moment-là et compléter plus tard. Ce qui compte, c'est d'être de bonne foi et de le faire dans un délai quand même assez réduit. Mais ça, ce n'est pas la priorité absolue à la première heure. Cependant, la police, ce qui peut l'intéresser rapidement, c'est d'avoir quelques éléments. S'il y a une demande de rançon, généralement, il y a une adresse sur laquelle, c'est un peu l'IBAN de l'attaquant, sauf que c'est une adresse de crypto-monnaie variée, du Monero, de l'Ether ou autre. Si vous êtes capable de le donner rapidement à la police,
elle va pouvoir, peut-être, si elle a l'info assez vite, essayer de bloquer ou de remonter sur cette adresse parce que les adresses ne sont pas actives pendant très longtemps. Et même si votre somme d'argent, si vous aviez versé une somme, parce que je ne sais pas la raison que vous aviez versé de l'argent, peut-être elle ne sera pas récupérée, ça va permettre en tout cas de casser le réseau et d'éviter qu'il y ait d'autres victimes plus tard. Et dans certains cas, ça arrive quand même souvent, on ne le voit pas, c'est moins communiqué dans la presse, mais une information que la police française va trouver, elle va le communiquer à un réseau international de coopération des forces de police, des forces de l'ordre. Et derrière, peut-être dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, il y aura une arrestation dans un autre pays du monde ou d'Europe. Et là, les quelques éléments que vous allez donner vont servir à un juge pour condamner ces personnes. Et mine de rien, s'il y a moins de cambriolage maison-voiture, c'est qu'il y a la crainte pour un cambrioleur de se faire attraper et d'avoir une répercussion. Aujourd'hui, il y a une relative impunité ou sentiment d'impunité pour les attaquants, sauf que c'est en train de changer. De plus en plus de personnes se font condamner à des peines qui peuvent être des fois assez lourdes. Donc, si vous êtes capable de donner quelques éléments techniques, ça peut avoir beaucoup de poids pour la justice. Donc, est-ce que vous pourriez nous parler des particularités de communication sur les crises cyber, justement, par rapport à votre expérience? Ouais, c'est un sujet qui n'est pas toujours évident pour l'entreprise de savoir comment on doit communiquer sur ces sujets-là. Donc, c'est un sujet qui est sensible et qui est technique. C'est-à-dire qu'en face, on a quand même des experts, on a quand même des personnes qui vont suivre ça et qui vont donner leur avis. Le nombre de fois où nous, on est contactés par des journalistes pour donner notre avis sur une crise cyber qu'on n'a pas suivie, avec les quelques informations des bulletins de communication pour pouvoir donner un avis, nous, on se garde de donner un avis sur quelque chose dont on ne connaît rien. Mais il y a toujours quelqu'un qui va avoir quelque chose à dire et donc il va utiliser les informations disponibles dans vos communications pour extrapoler des choses, et ça reste un sujet technique, donc il faut voilà, faire attention et bien maîtriser ça. C'est très à la mode, les journalistes adorent ça. Voilà. C'est vraiment quelque chose où, autant il y a d'autres faits divers, entre guillemets, qui les intéressent moins, mais alors une entreprise de la région qui s'est fait pirater et qui est en arrêt de production, ça, c'est hyper sympa et notamment les journalistes locaux sont très friands de ça. Et puis évidemment, si vous êtes une société à visibilité nationale, ben, vous pouvez avoir de la presse nationale qui s'en empare également. Et donc, on a vite une certaine viralité à ce niveau-là. Bon, voilà, ça peut être porté après comment on dit ça bon, il y a vraiment cet effet un peu après où tout le monde commence à redonner son avis, vraiment cet effet de communauté qu'on va avoir sur le sujet. Il y a un point. C'est ça. Et puis il y a la communication, on va dire, pour le citoyen non technophile. Là, c'est le journaliste ou c'est des gens qui en vont de toutes leurs hypothèses. Et il y a aussi des fois une petite communication parallèle des experts entre eux ou des pseudo-experts parfois qui vont même émettre des hypothèses avec des arguments techniques sans avoir l'élément, et des fois même ceux qui sont à l'intérieur, même avec les éléments, ils ne sont pas vraiment sûrs de ce qui s'est passé, sans avoir pris le temps, voire d'analyser les logs, donc les fameux fichiers de traces. C'est un peu comme si on devait consulter 500 caméras de vidéosurveillance de 50 bâtiments simultanés. Rien que d'aller chercher les images, ça peut prendre des semaines. Et il faut aller faire assez vite pour pas qu'elles soient effacées. Enfin, on a déjà vu l'histoire dans les stades, on attend une semaine, il n'y a plus les images. Voilà, donc c'est dur de savoir, et des fois on ne pourra pas savoir. Et cet effet de communauté peut être néfaste aussi parce que des externes ou des internes de votre organisation vont aussi être sollicités par de la presse ou par d'autres personnes. Donc attention aussi à ce que la communication soit centralisée, ou si vous autorisez d'autres services à communiquer, précisez-leur bien, ne communiquez pas si l'information n'a pas été validée en interne, ou si vous empiétez sur un sujet, par exemple, réglementaire. Vous êtes dans la finance, on sait de quoi on parle ici, je pense, enfin, surtout vous. Une information financière, ça peut être sur une société cotée en bourse, ça peut être catastrophique. On n'a pas forcément le droit de la communiquer d'une certaine façon. Ou on n'a pas le droit de citer telle ou telle autre entreprise au milieu parce qu'elle aussi n'a pas eu le temps de prévenir les autorités de tel côté, et il y a des enjeux autres. Donc attention à cette communication qui pourrait se faire sur divers canaux, notamment, on l'a vu, malheureusement, nous, des groupes WhatsApp qui se créent, des personnes qui se greffent au milieu. On n'est même plus sûr de qui est dans cette communauté. Est-ce que c'est que des gens de l'entreprise? Est-ce qu'il y a des externes qui se sont greffés là? Donc, soyez vigilants.
Et puis voilà, il y a, on parlait un petit peu différents enjeux autour de ça, et ça se saura. C'est-à-dire que se dire je ne communique pas, personne ne va être au courant, c'est pas vrai, vu que les employés sont vite au courant, vu qu'il y a plein de choses. Et puis comme on disait tout à l'heure, hein, il peut y avoir le groupe d'attaquants qui commence à mettre les données sur Twitter et qui dit tiens, vous n'avez pas payé la rançon. Voilà, ça peut vite se savoir, donc il vaut mieux maîtriser la communication et savoir ce qu'on dit, plutôt que d'attendre que tout le reste se mette en marche et qu'on ne maîtrise plus rien. On a eu un exemple assez innovant, malheureusement, il y a quelques semaines. Une société aux États-Unis, une société cotée, enfin en tout cas qui a des obligations sur les marchés avec la SEC, la Security and Exchange Commission. Donc c'est une autorité un peu comme, on va dire, l'AMF chez nous, pas tout à fait ça, mais pour schématiser. Une entreprise qui est soumise à ces réglementations américaines, si elle est victime d'une cyberattaque, elle doit alerter les autorités dans un certain délai. C'est obligatoire, sinon c'est des grosses sanctions pour l'entreprise. Cette entreprise s'est faite attaquer, n'a pas communiqué. Elle a dépassé le délai légal. C'est l'attaquant qui est allé prévenir les autorités. Et cette entreprise, je l'ai piratée, en voici la preuve, et elle ne vous a pas communiqué l'information. Donc là, ça devenait beaucoup plus délicat pour la société. C'est double sanction, là, du coup. Double sanction. Et surtout, il y a tout de suite eu cette perte de confiance dans la communication future de la société, parce que maintenant, plus personne n'avait confiance dans l'information qu'elle est donnée, vu qu'ils n'avaient pas été transparents dès le début. Donc il y a transparence, la franchise de la communication, mais aussi la maîtrise. On ne va pas trop en donner si on n'est pas sûr de soi, même s'il y a le principe de précaution. On l'a malheureusement eu récemment sur une entreprise qui a pris le principe de précaution à l'extrême. Une attaque sur des réseaux sociaux, sur un aspect plutôt marketing de la société, ils ont tout arrêté. L'usine, les boutiques, la chaîne s'est emballée. Et là, vous avez aussi vos clients et vos fournisseurs qui vous appellent. Et là, c'est les clients qui vous appellent. Et il y a le mot-clé à l'écran juridique. Mais vos clients, vous leur devez aussi des comptes. Donc, si c'est l'avocat de votre client dès le lendemain qui vous envoie une lettre en disant « je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que moi j'ai été impacté ?» ça va être compliqué de gérer ça. Donc là aussi… Surtout si les clients sont plutôt des grands comptes ou des entreprises d'une certaine taille. En face, vous avez des RSSI, vous avez tout un tas de monde qui va vouloir savoir ce qui s'est passé pour faire ses propres déclarations parce qu'il vous avait confié des données, des informations. Et donc, c'est déjà arrivé, nous on est des sociétés qui travaillaient plutôt avec des comptes d'une certaine taille, donc il y avait des RSSI. Et là, il y a tous les RSSI au téléphone, RSSI, tout le monde qui demande des informations. Responsable de la sécurité des systèmes d'information. Et donc, les responsables sécurité des clients de l'entreprise, en fait, demandaient des comptes pour savoir où ça en était. Et en fait, ils ont eu beaucoup de mal à la fois à gérer en interne la crise et en même temps à gérer ce flux de personnes qui veut de l'information et plutôt de l'information technique, de l'information qualifiée. Pas juste un communiqué qui dit circuler, il n'y a rien à voir. Donc, pas toujours évident à gérer. Ce que je vous propose, c'est de passer sur les 3 types d'erreurs courantes que vous avez l'habitude de voir. Donc vous allez avoir des mots qui vont s'afficher. Je vous demanderai juste si vous pouvez en une phrase par mot. Parfait. Il y a des erreurs stratégiques. Les erreurs stratégiques, on va dire, ça c'est ce qui concerne le plus le dirigeant. On a aussi des erreurs de communication qui viendront après. Et on va passer très brièvement sur les erreurs techniques, organisationnelles, parce que là, c'est vos équipes techniques qui sont concernées. Donc, la stratégique, impact RH. Vous avez les impacts sur vos salariés, notifier le CSE, prévenir les salariés. Des fois, on n'a même pas les numéros de mobile personnels de ces salariés pour les prévenir. Pensez-y. Temporiser la réponse, se dire, on verra ce qui va se passer, on va voir l'impact, on va voir si ça va plus loin. Il faut quand même agir vite. C'est comme s'il y a un début d'incendie, la vitesse de réaction et d'action est quand même très importante. Donc se mobiliser très rapidement, c'est ce qui va vous permettre de vous en sortir le mieux possible, exactement comme un incendie. Mauvaise coordination, c'est très courant. Là, la préparation sera clé. Avec qui on doit parler, comment on doit parler et comment on communique. Être là. Alors ça c'est notamment en préparation. La plupart de nos clients ou des sociétés avec qui on discute pensent être meilleurs que les autres. Ils se disent, non mais attendez, notamment au niveau informatique, eux ils ont eu 1 mois d'arrêt de production, non mais nous quand même, on a des sauvegardes, on n'est quand même pas si nuls.
Enfin, s'ils ont tous des arrêts de prod non négligeables, c'est que c'est pas si facile une crise cyber à gérer. Et oui, vos confrères ne sont pas tous si nuls que ça. Donc, ils n'ont peut-être pas toujours été les meilleurs, mais attention, vous-même, vous pourriez subir le même type de choses. Et donc, ne négligez pas la crise cyber. Et dès qu'elle se produit, ne négligez pas l'impact que ça peut avoir. Donc là, on revient sur cette préparation. Combien de clients, malheureusement, quand on doit intervenir, n'ont aucune idée de ce qu'ils doivent faire. Ça amplifie la panique. Alors qu'aujourd'hui, quand il y a un incendie, normalement, à peu près tout le monde a un ordre de grandeur des « Ok, dans 3 minutes, il faut que tout le monde soit en bas. On fait le point sur le parking dans 15 minutes. On va faire ceci, cela. » Là, c'est très rarement le cas aujourd'hui, surtout sur la PME, de la TPE, qui n'a pas encore pris conscience de ce risque. J'ai eu un client l'autre jour, on était en exercice. Ils prennent une décision assez rapidement, on coupe les systèmes. Et il y a des équipes qui disent « C'est quoi couper ? Comment je coupe ?» Quand même, on coupe. Mais ça veut dire quoi couper ? Je disjoncte le bâtiment ? Non, le seul truc que tu dois couper, il est sur onduleur. Donc il ne va pas couper. Et par contre, tu vas couper tout le reste. Et en fait, voilà, c'est vraiment cette notion de préparation. Quand on va prendre des décisions, est-ce qu'on est capable de les appliquer ? Ce n'est pas que la prise de décision, c'est est-ce qu'opérationnellement ça fonctionne ? Et la vitesse est un élément important. L'exercice, bien sûr, c'est important de le faire, il faut le prendre très au sérieux, mais l'exercice, c'est simplement parce qu'on veut se préparer à ce qui va se passer derrière. Et ce qui va se passer derrière, ça ne sera malheureusement pas l'exercice exactement, parce que quand on simule un incendie, c'est pareil, quand on fait les exercices d'évacuation incendie, on ne nous précise pas trop. Est-ce que c'est l'escalier, l'ascenseur ? Des fois, dans certains cas, ça peut être 2 en même temps, ça peut être 3 en même temps, si l'incendie est parti du sous-sol et que c'est remonté de manière simultanée. Donc, ne pas se focaliser que sur l'objectif de l'exercice. Pensée globale, la crise sera toujours plus transverse que ce qu'on espérait. Je vois qu'on en a raté un, c'était focus sur les symptômes. Oui. Je reviens dessus parce qu'il est quand même assez important. On parlait tout à l'heure de aussi comprendre l'origine de l'attaque pour pouvoir remonter le système ou repartir en se sécurisant. C'est important, donc pas que résoudre la panne ou le problème. On a tendance à se dire, bon, il faut que ça remarche. Oui, et vous n'avez pas tort. Mais en même temps, allouons un peu de temps à comprendre comment ça s'est passé. Ça évitera de prendre une surattaque derrière et du coup de se retrouver dans la même situation quelques semaines plus tard, ce qui serait là vraiment catastrophique. C'est vraiment ce qu'on voit dans le milieu aérien. Le moindre incident dans l'aérien, on doit avoir compris ce qui s'est passé avant de faire redécoller les avions qui sont identiques ou qui avaient la même architecture. Peut-être le plan de crise, attention, il ne faut pas qu'il soit uniquement cyber, uniquement avec des personnes de l'informatique et qu'on reste dans un cocon à gérer la crise parce que vous le voyez bien, l'impact de la crise, il est global sur l'entreprise, les décisions, elles sont globales sur l'entreprise et donc le plan, c'est un plan de crise plus large qui intègre la brique cyber. Le manque de leadership, c'est ce qu'on disait tout au début sur l'incertitude et les prises de décision. Il faut savoir à l'avance qui doit gérer la crise. Si cette personne n'est pas là, parce qu'elle est en déplacement, malade, en arrêt maladie, peu importe la raison, qui d'autre peut prendre des décisions? Et puis même si on a un leader qui a été nommé, la personne va devoir aller dormir de temps en temps, si ça dure dans le temps. Donc qui peut prendre des décisions exactement comme on le fait au quotidien? Le dirigeant n'est pas là, qui peut avoir un pouvoir bancaire pour prendre des décisions, de faire un virement? Même principe. Et accepter que certaines décisions vont être prises par quelqu'un qui n'a pas forcément la connaissance technique de tout l'ensemble. Donc il va falloir être capable de vulgariser aussi certains éléments et ne pas que parler dans notre jargon auprès d'une direction ou du partenaire qui nous accompagne quand c'est le cas. Et c'est ce que j'espère que nous faisons actuellement. C'est le but d'aujourd'hui et on y viendra sur la fin. Il y a beaucoup de ressources qui existent, notamment des guides à destination des dirigeants de TPE-PME qui sont extrêmement bien faits par l'ANSSI, donc le fameux bureau du Premier ministre qui s'occupe de ça, qu'on vous invite bien sûr à lire parce que c'est très digeste. On peut vraiment se projeter dans « Ok, ça s'est passé comme ça chez eux, qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment ?» Et les gens font rapidement une analogie avec leur entreprise. Ils disent « Ah oui, mais moi aussi j'ai ce cas-là. Moi aussi j'ai confié mon système de copieur à une autre société. Qu'est-ce qui se passe ?» Il y a beaucoup de dirigeants dans la crise qui nous disent « Je vous laisse gérer, moi j'y comprends rien ».
Non, surtout, en fait, on a besoin de vous, parce que vous comprenez le fonctionnement de l'entreprise, et ça va avec la confusion des priorités. Ce n'est pas à l'équipe informatique de déterminer les priorités de la boîte en termes de reprise d'activité, de remontée, ou d'assumer est-ce qu'on fait plutôt le choix A ou le choix B, en sachant que ça aura un impact économique, un impact sur le fonctionnement de la structure. Donc, il y a besoin d'avoir ce leadership, et il y a besoin de définir les priorités. Évidemment, l'équipe technique est là pour faire le nécessaire et pour suivre ses priorités et les enjeux de l'entreprise. Mais voilà, ne quittez pas le navire. Méconnaissance des obligations légales, on a rapidement évoqué tout à l'heure. En tant qu'entreprise, vous avez évidemment un ensemble de textes qui s'appliquent à votre société, plusieurs milliers. Les principaux, si vous n'êtes pas dans un secteur réglementé, médical, finance, transport ou autre, ça va être le RGPD. Ça fait plus de 5 ans que c'est là, donc c'est la réglementation qui va traiter de tout ce qui est données personnelles. C'est un texte européen qui a été adapté. C'est la CNIL en France qui s'occupe de ça. Normalement, j'espère, vous avez un DPO. Si vous n'en avez pas en interne, c'est le moment. Prenez un prestataire dont c'est le métier, tout comme vous avez souvent un expert comptable en externe, alors que vous avez peut-être un comptable en interne. Vous avez des fois des services RH, vous avez des services juridiques qui sont externalisés. Vous pouvez le sortir. Ces gens-là sont experts du sujet, pourront vous le rappeler. Mais vous avez aussi des fois des obligations légales, contractuelles, que vous avez vis-à-vis de vos clients ou de vos fournisseurs. Ne les oubliez pas. Et de temps en temps, ça vaut le coup de se rappeler en quoi on s'est engagé avec nos clients, parce que des fois, on l'oublie. Et c'est 4 mois plus tard qu'on reçoit une mise en demeure d'un de nos clients en disant « Oui, mais le jour de la crise, il y avait marqué que vous deviez nous prévenir et que vous deviez faire ceci, vous ne l'avez pas fait. » Donc, il y a le légal au niveau, on va dire plutôt de l'État, et le légal au niveau des contrats. Les erreurs opérationnelles, c'est le point sur lequel je pense qu'on va aller un petit peu plus vite. On peut peut-être afficher tout à l'écran, vous les voyez apparaître. Bien sûr, il faut sauvegarder, bien sûr, il faut essayer d'avoir des traces, utiliser vos systèmes de manière prudente. Les outils compromis, quand même, je voudrais rappeler un point. Pas mal d'entreprises, alors il y a le fait d'utiliser des systèmes, des fois, des logiciels piratés, bien sûr, ça vous met beaucoup plus à risque, parce que des fois, le pirate vous fournit une version gratuite d'un logiciel payant, mais il a mis un petit cadeau à l'intérieur. Mais il y a aussi la notion d'outils compromis. Vous savez, vous vous doutez que votre ordinateur, votre téléphone, votre système est compromis, et vous continuez de l'utiliser. Si on vous dit qu'il y a un pirate qui a pris le contrôle de l'avion, vous ne faites pas décoller votre avion. Celui-là, vous le mettez de côté, vous trouvez une parade, ou une solution de contournement. Tout le reste, ça va être assez classique, on en a parlé, les preuves, documenter les actions, la précipitation. La documentation des actions, c'est assez important. Souvent, on dit suivre une main courante. C'est essayer de tracer un minimum ce qui est fait. Ça vous servira à prendre les décisions pour dire ok, mais on en est où? Qu'est-ce qu'on a tenté? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et quand il y a des externes qui vont intervenir, des prestataires, prestataires du logiciel métier, prestataires de ceci, prestataires de cela, ou des sociétés expertes comme nous, quand il y a quelqu'un de tiers qui va arriver, l'idée c'est de dire vous en êtes où? Qu'est-ce que je dois faire? Et donc le fait d'avoir un minimum tenu à jour, bête et méchant, voilà les grandes lignes de ce qu'on a fait, ça permet rapidement à des tiers de prendre connaissance de ça et de s'inscrire dans la crise sans devoir faire des réunions d'1 heure ou 2 heures pour tout réexpliquer depuis le début et puis il y a à nouveau quelqu'un qui arrive et il faut tout lui réexpliquer. On a quelque chose d'un petit peu suivi. Ça peut servir. Et on peut prendre du recul facilement aussi. Ça peut même vous servir, si vous le faites sur le même document, à tracer un petit peu le temps passé par les collaborateurs ou votre prestataire qui vous facturera peut-être à un moment aussi, et d'avoir une idée des temps de repos respectés. Alors oui, on est en période de crise, donc le droit du travail a des exceptions pour ça, mais en même temps, quand même, il va falloir que les gens rentrent. On a eu des cas, pas directement, mais sur une crise, sur une boîte parisienne. Il y a un collaborateur qui est décédé en voiture d'un accident, enfin en moto, en rentrant après plusieurs jours d'affilée. Oui, il était seul sur sa moto quand il a eu l'accident, mais ça faisait 5 jours qu'il faisait quasiment nuit blanche. Ça va être compliqué. Donc, documentez-le, pouvoir le tracer, vous dire, voilà, attention, là, on va vraiment un peu trop loin, on lui paye un taxi, on va rentrer, on essaye de trouver quelqu'un d'autre. Et ça peut aussi vous aider derrière, dans certains cas, à évaluer le préjudice direct que ça vous a coûté en termes humains, pour peut-être demander à votre assurance une prise en charge si vous êtes assuré. Et puis c'est un document qui peut être exigible, notamment par l'assureur. Cette main courante, ce livret de bord, ça peut être... Alors il y a des gens qui nous disent non, mais je m'en souviens, je le referai après. Franchement, vous ne vous en souviendrez jamais, il y a eu trop d'actions à ce moment-là. Erreur de communication, on en a beaucoup parlé avant, mais la communication prématurée, bien sûr, elle peut être préjudiciable. Il faut quand même la faire. Bien sûr, on peut le dire, nous pensons avoir été victime d'un acte de malveillance, et on dit bien on est victime. À la base,
enfin, dans tous ces cas-là, on est la victime. Donc bien sûr, alors il ne faut pas s'apitoyer sur son sort, je suis juste une victime, c'est pas ma faute. Voilà. Peut-être qu'on aurait pu l'éviter ou faire un peu mieux, mais en même temps, dans l'instant T, on est une victime. Annonçons-le sans faire cette espèce de crise qui peut faire la panique, mais surtout, pas de communication contradictoire. J'annonce ça 5 minutes après autre chose, ou alors moi j'ai décidé de dire ça, et en fait j'ai quelqu'un qui a dit l'inverse à un autre journaliste, parce qu'il n'a pas eu la bonne info, ou parce qu'il a décidé de le faire. On a vécu ça récemment. Les journalistes, vous leur donnez une information, vous leur donnez une information. Donc ils l'ont publié, et alors là c'est compliqué de rattraper cette com si ça a été mal démarré. Donc attention à la mesure aussi des mots. Il ne semble pas y avoir à date de fuite de données, plutôt qu'on est sûr qu'il n'y en a pas, parce que si après, tout compte fait, il y en avait, ou à l'inverse, il pourrait y avoir des fuites de données, plutôt qu'on est sûr qu'il y en a, parce que si tout compte fait, en fait pas tant que ça, ou partiellement, ça permet d'être plus clair sur ce qui a réellement fuité. Oui, c'était très ponctuel, très partiel, alors qu'une fois qu'on a dit que tout a fuité, à rattraper, ça peut être assez compliqué. Et ça va avec le fait d'avoir une stratégie de communication et d'établir les choses et de justement prendre les bonnes décisions sur qu'est-ce qu'on communique, à quel moment, et idéalement de l'avoir un peu anticipé. S'il se passe ce genre de choses, on serait plutôt à communiquer de telle ou telle manière. Les autorités, on en a parlé tout à l'heure, ne pas oublier vos obligations légales là-dessus, et morales, tout simplement. C'est pas que du légal, c'est du moral, il faut le faire. La communication de crise, la sous-estimer, ça va prendre du temps, ça va prendre de l'énergie. Si ce n'est pas vous qui voulez la gérer, ou en tout cas que partiellement, ça va coûter quelque chose. Ordre de grandeur sur une entité, on va dire une belle PME, une communication de crise, dernièrement, 20 000 € sur le mois, ça a coûté à l'entreprise. C'est un forfait, la personne elle intervient tout de suite, ils mettent des gens experts, ça se paye, j'ai envie de dire c'est comme un cabinet juridique, vous payez l'expérience, vous ne payez pas que le temps passé. C'est des gens qui ont énormément de compétences passées, qui ont des contacts aussi. Ces sociétés-là, ça peut être intéressant. Non, mais moi je sais que c'est tel journaliste plutôt que je vais contacter parce qu'il comprend mieux, donc son article sera plus précis peut-être que le journaliste qui est plus généraliste. Donc il vaut mieux des fois communiquer auprès d'un média spécialisé qui va être repris, et ça vous permettra quand même d'avoir un point de communication central ou privilégié, en plus des communiqués de presse que vous pourriez faire. Et puis pensez, est-ce que vous êtes en capacité de faire ce que vous aimeriez faire compte tenu de la crise? On discute souvent avec les clients, puisque j'accueille du public, je vais imprimer des affiches et puis je vais les mettre à différents endroits. Est-ce que les imprimantes fonctionnent? Dans ce cas, je vais peut-être écrire à la main sur un bout de papier, ou alors j'ai pré-imprimé des choses. Tiens, je vais publier sur les réseaux sociaux, mais est-ce que j'ai toujours mes accès aux réseaux sociaux, compte tenu que j'ai plus accès à mon système, à mes mails, à mes outils? Est-ce que le pirate a le contrôle? Voilà. Est-ce que, je vais publier sur mon site web, mais est-ce que je suis en mesure de me connecter aux infrastructures site web pour publier cette communication? De garder ça en tête et de se dire, ok, à qui je communique quoi? C'est bien beau de se dire qu'est-ce qu'on va communiquer, mais le canal et l'indisponibilité du canal peut être un sujet aussi. On le voit souvent pour les entreprises, il y a 2 canaux qui reviennent souvent. C'est 2 sociétés américaines. Pour les entreprises B2B, donc entre pros, LinkedIn est un canal qui est souvent utilisé parce que c'est le dirigeant qui peut prendre la parole, ou quelqu'un qui va engager son nom, ou des fois la page entreprise. Mais surtout, c'est X, Twitter, qui est beaucoup utilisé. Les messages sont simples, concis, le site est gratuit de consultation en tout cas, et c'est une source, on va dire, facilement consultable, même depuis un smartphone. Donc si on doit renvoyer vers un lien, c'est vrai que le petit tweet, une capture d'écran, les gens se passent l'info rapidement. Il y a cette notion dans la communication de crise. Est-ce que ça sera rapide aussi de faire passer l'information? Parce qu'il va falloir que je fasse des updates potentiellement régulières, donc utiliser un canal qui soit capable d'être compatible avec notre rythme. Sur mes connaissances des parties prenantes. Oui, là aussi, bien sûr, on en a un petit peu parlé. Les parties prenantes dans la communication, c'est bien sûr les internes. Qui doit faire quoi? Qui a le droit de faire quoi? Parfois les externes. Sur les autorités, il y a des communications qui doivent être faites sous un certain formalisme. On prend l'exemple de la CNIL, vous devez leur communiquer des informations. Il y a des formulaires, il y a des manières de le faire. Il y a même des nouvelles réglementations qui sont en train d'être transposées en droit français. Enfin, directives qui sont transposées, notamment Nice 2, dont on reviendra juste après.
qui va s'appliquer dès l'année prochaine à partir du mois d'octobre. Là, ça ne sera pas la CNIL auquel il faudra communiquer, ça sera l'ANSSI directement pour certains incidents. Si vous ne savez pas ça, vous allez perdre un temps fou. Puis vous risquez en plus d'envoyer des informations à quelqu'un qui s'en fiche à ce moment-là. Ils seront contents, ils ont reçu votre joli rapport, mais ce n'était pas ça qu'il fallait faire à ce moment-là, et vous allez perdre de l'énergie pour rien. Les canaux alternatifs, ceux dont on parlait avant, attention quand même de ne pas multiplier inutilement sur tous les canaux alternatifs, mais de ne pas non plus les sous-estimer. Si votre clientèle, c'est plutôt des gens très jeunes, bien sûr, n'hésitez pas à faire un post Facebook, mais Facebook, c'est moins utilisé par les jeunes aujourd'hui. Instagram, pourquoi pas TikTok? Moi, je ne suis pas trop fan, c'est quelque chose de chinois, il y a d'autres controverses. Mais en tout cas, Instagram, aujourd'hui, si vous devez aller très vite auprès d'une clientèle, le magasin est fermé, vous pouvez le faire sur Instagram, vous êtes quasi sûr de toucher tout le monde en mode story, mise à jour en temps réel. La communication interne est souvent négligée. Depuis tout à l'heure, on parle de communication externe, on parle des tiers, on parle de tout ça. Et en fait, vous avez des salariés, ils ne comprennent pas ce qui se passe, ils ne savent pas s'ils doivent rentrer chez eux, ils ne savent pas s'ils doivent tenter de bosser, ils ne savent pas s'ils vont perdre leur travail, ils ne savent pas s'ils doivent revenir demain. Et donc, il faut arriver à gérer cette communication-là aussi. Est-ce qu'on les fait retourner à la maison? Comment on les rassure? Comment on les prévient ensuite, une fois qu'ils sont tous retournés à la maison, de ce qui se passe, que ils vont revenir, ils ne vont pas revenir. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit à toutes ces personnes? Comment on mobilise celles qui doivent être mobilisées et on gère les autres? Ça, il ne faut pas le négliger parce que l'impact psychologique qu'a la crise sur des salariés qui du coup ne sont pas du tout impliqués dedans et juste ils subissent, des fois on a tendance à se dire c'est pas grave, il rentre à la maison et puis il attend la prochaine communication. Oui, mais psychologiquement, ça ne se passe pas comme ça. Il s'inquiète, il se demande comment on va faire, etc. etc. Donc, avoir une communication interne, c'est important. Et ça évitera aussi que lui-même communique en extérieur n'importe quoi. Ne pas hésiter à passer par des canaux rapides et simples. Le SMS. Vous avez la possibilité, ça coûte vraiment pas cher, de passer par des plateformes. C'est mieux de l'avoir préparé en amont pour envoyer un SMS en masse à tous vos collaborateurs. Attends, oui, nous avons eu une crise, c'est vrai, ce qui se dit dans la presse ou peu importe la manière dont ils l'auront apprise, nous vous communiquerons d'autres informations ou bien n'acceptez que nos futures communications via tel ou tel canal de communication pour la suite. Ou ça ne sert à rien d'appeler un tel. Ça ne sert à rien de venir dans le bureau informatique prendre des infos un par un, ça ne sert à rien de venir voir telle ou telle personne qui est en train de gérer. On va vous faire descendre les communications à intervalles réguliers. Par les managers, par les filiales, ce genre de choses. Ça va être important. Et l'absence des outils dédiés, bien sûr, il y a des outils qui sont faits pour ça, que ce soit sur du mobile, sur du web, il y en a, on ne va pas parler du courrier, mais... Notamment pendant la cellule de crise, c'est-à-dire qu'à un moment, vous allez mobiliser des personnes sur la cellule de crise, justement, quelqu'un côté RH, quelqu'un côté direction, quelqu'un côté informatique, etc., etc. Comment on se passe les informations alors que chacun est au front sur son domaine, comment on arrive à avoir les nouvelles updates de la crise, comment on se réunit pour prendre des décisions, en sachant qu'a priori, mon système d'information, il a été piraté, il est plus fiable, il ne fonctionne plus. Donc, je ne peux pas utiliser facilement, ou probablement que je ne peux pas utiliser facilement mon outil habituel. Il va falloir que je monte ou que j'ai préparé un outil de communication dédié, parce que ça, c'est important, qu'il n'y ait pas des prises de décision différentes de chaque côté. Boîte à outils, ouais. Donc là, ce qu'on vous propose, c'est, suivant la grandeur, la maturité de votre entreprise, de vous donner quelques indispensables, donc les fondamentaux, sachant que la première chose que vous pouvez peut-être faire en entreprise, c'est cet après-midi, quand vous arrivez à 2 heures, vous vous dites, tiens, j'ai pas d'informatique, comment je fais? Et rien que ça, c'est le premier exercice de crise à faire qui me semble important. C'est vraiment le fait de se projeter dans une crise. Il y a des gens qui arrivent facilement à se projeter, d'autres un peu plus difficilement. Vous pouvez prendre un tableau blanc. Ok, 14 heures, j'arrive, j'ai plus d'informatique. Est-ce que j'ai le contact de mon prestataire? Est-ce que le contact, il était sur mon téléphone qui ne fonctionne plus, la synchronisation? Est-ce que je maîtrise aussi mon informatique? Est-ce que je l'ai délégué? Est-ce que je l'ai externalisé? Il y a tout un tas de choses qui, des fois, paraissent évidentes pour la personne qui est en charge, mais si cette personne n'est pas là à ce moment-là, ça va être beaucoup plus compliqué. Et même si elle est là, on se rend compte que l'info n'était pas forcément précise. Donc il y a cette notion d'annuaire, d'outils et de suivi des actions dont on a parlé avant. La communication, on est déjà venu dessus. Et évidemment, dans les fondamentaux, et ça c'est la base aujourd'hui, des sauvegardes et des sauvegardes, dont des sauvegardes normalement inaltérables
voire hors ligne, qui font que si tout brûle, tout mon informatique disparaît. C'est un petit peu la même chose qu'une cyberattaque en soi. Si tout est compromis, on peut imaginer que tout a brûlé. Est-ce que je peux redémarrer mon activité, même si ça me prend 1 mois, 2 mois, 3 mois? Est-ce que déjà je pourrais relancer l'activité en espérant qu'entre-temps, je n'ai pas fait faillite ou que mon assurance me suive ou que mes clients ne soient pas tous partis ailleurs? Oui, puis au-delà de la sauvegarde, il faut avoir fait des tests de restauration. C'est ça. Et alors là, je crois que c'est dans la dernière échelon de la pyramide. Au milieu, en intermédiaire, on va dire, essayer de préparer ce centre opérationnel de crise. Tout comme on pourrait avoir une crise en cas d'incendie, qui va où est-ce qu'on envoie les salariés, est-ce qu'on peut louer des bureaux, est-ce qu'on rachète des ordinateurs? Là, c'est la même chose. Qui va gérer ça? C'est le centre opérationnel. Est-ce que je peux simplement accueillir les prestataires avec une multiprise, de l'électricité, du café éventuellement et 3 pizzas qu'on se fait livrer? Mais c'est des petites choses qu'on peut prévoir facilement. On parlait de projection. Ok, ça, je peux le faire. Ou en cas d'urgence, je sais que j'appelle un tel, c'est mon confrère ou mon concurrent même peut-être, il sera OK de me prêter un morceau de local, ou je sais pas, j'appelle la CCI, la mairie. Je l'ai vécu dans ma famille à Béziers, une personne qui avait un magasin de mousse qui a pris feu suite à un grand incendie sur Béziers là, qui était remonté, tout avait brûlé. En fait, c'est la mairie qui leur proposait directement un local. Ça n'a pas pris 2 jours, mais la mairie a proposé en tout cas des solutions. Ça fait partie de cette projection là-dessus. Boîte à outils, on en parle à un moment de mallette de crise. Tous les petits accessoires qui font que vous allez pouvoir être serein quand vous allez faire votre crise. On parlait tout simplement d'avoir les contacts, mais ça peut être d'avoir des contrats, ça peut être d'avoir des fois un câble réseau pour se brancher là où il faut, une box ou un fameux domino 4G pour que tout le monde puisse se connecter. Toutes ces petites choses, on le met en intermédiaire parce que malheureusement beaucoup ne l'ont pas du tout. Si vous arrivez sur ce stade intermédiaire, déjà, c'est que vous vous êtes posé la bonne question. Les fiches réflexes aussi, c'est intéressant, c'est de se dire, s'il se passe ça, déjà, mes premières actions, c'est quoi? En mode, je réfléchis pas, je déroule. S'il se passe ça, tiens, je coupe ces systèmes, j'appelle un tel, s'il se passe ça, je fais telle ou telle action. Ça permet d'avoir préparé les bons réflexes, et même si la personne qui est censée gérer n'est pas disponible, il y a d'autres personnes qui peuvent peut-être dérouler ces premières actions qui vont permettre au final de limiter l'impact, contenir la menace. Voilà, s'il y a un début d'incendie, je ferme les portes coupe-feu. C'est une bête fiche réflexe, mais ça peut aider beaucoup à éviter que la menace se propage et que du coup, on se retrouve en difficulté. Le point qui a été évoqué est très important. En cybersécurité, on n'est pas là on est là dans un monde idéal pour empêcher d'être attaqué, mais très souvent, dans une crise, c'est que l'incendie, la fumée a commencé. Donc on est avec nos extincteurs, on essaye de limiter les dégâts, d'empêcher cette propagation. Oui, il va y avoir des dégâts. La question, c'est de savoir, est-ce que je vais pouvoir isoler ça à mon système, un sous-système? La cuisine prend feu, ok, la cuisine a brûlé. Si on a réussi à tout éteindre à ce moment-là, on est déjà serein et on va prendre un peu plus de temps. Et pour la fois d'après, et c'est là où on arrive au sommet de la pyramide, si on est capable de prévoir dans ces exercices de crise, d'impliquer le responsable financier, le responsable des fois sûreté, parce que ça peut être un site industriel, vous fabriquez de l'engrais, on a des clients qui sont dans ces milieux un peu plus sensibles, il y a des infos que vous n'aurez jamais. Ah mais oui, c'est vrai que dans vos sachets, il faut mettre une étiquette spéciale pour donner le type de produit transporté. Si je ne suis plus en mesure d'imprimer cette étiquette, même si l'usine fonctionne, les transporteurs ne voudront pas charger la marchandise. Mais ça, si on n'a pas été au bout du process, on ne s'en rendra pas compte et on ne saura même pas qui contacter. Ok, est-ce que l'étiquette, je peux la faire à la main? Pas forcément. Mais est-ce que je peux, avec une imprimante basique à 100 € que j'ai acheté à la Fnac, me dépanner dans cette crise? Ok, je coche la case. Solution, ça sera d'acheter une imprimante à la Fnac en espérant que ce ne soit pas un dimanche, ou de prendre l'imprimante de chez quelqu'un. Mais ça peut être acceptable pour un dirigeant. La question, c'est est-ce que j'accepte le risque? Est-ce que je vais corriger, mitiger ce risque? Ou est-ce que je vais m'y préparer pour y répondre de manière la plus rapide possible via des moyens, alors c'est ce qu'on disait tout à l'heure, logistique, si je peux faire venir les gens rapidement, si je suis prêt à les accueillir pour travailler efficacement, j'ai peut-être gagné ou réduit ma crise de 50% du temps et indirectement les coûts annexes. Et puis quand on parle d'infrastructure sur laquelle reconstruire le SI, c'est avoir anticipé un petit peu tout ça, c'est quelles sont mes priorités, et ça nous arrive souvent qu'il y ait des débats incroyables sur non ça c'est prioritaire, non ça c'est prioritaire, donc de l'avoir anticipé pour se dire ok je mets tous mes efforts sur ce système, c'est celui qui est prioritaire et on l'a déjà préparé, on est d'accord là-dessus.
et comment je vais le remonter. Est-ce que j'ai besoin d'un prestataire pour le faire parce que je ne suis pas autonome? Est-ce que j'ai déjà ce qu'il faut pour permettre de refaire fonctionner ce système? Ça, c'est des choses qui s'anticipent. Évidemment, c'est quand on est à un certain niveau de maîtrise de la crise. Un exemple concret qu'on a eu chez un client, un laboratoire médical, il y en a pas mal, mais c'est un grand labo. Si le système informatique tombe, leur site internet va tomber, ils ont énormément de clients, ils ne pourront plus communiquer, envoyer les résultats de certaines choses de manière électronique. On se dit, logiquement, ils vont peut-être passer par le téléphone. Déjà, est-ce que le système téléphonique n'est pas dépendant du système informatique? Admettons, ce n'est pas le cas, directement, vous allez avoir une recrudescence, peut-être x10, x20, x50 des appels téléphoniques, parce que le système était bien pensé pour qu'il y ait peu d'appels. Si on a 50 fois plus d'appels d'un coup, ça ne va pas marcher. À la fin, les gens vont juste en avoir marre, vont éteindre les téléphones. Ça va ne faire qu'empirer la situation. Donc là aussi, on peut se dire, j'ai préparé un message vocal à l'avance, en étant bien posé. Bonjour, nous subissons actuellement un incident informatique. Merci de passer par tel process ou bien de faire telle procédure pour accéder à l'information. Ça, dans la préparation, vous pouvez bien sûr préparer un communiqué de presse, préparer des messages pour les collaborateurs. C'est pas très long à faire, il y a énormément d'exemples en plus qui existent. Vous pouvez même utiliser ChatGPT pour vous aider à rédiger des documents, mais c'est important. Merci de vulgariser tel type de communication et vous approprier sur tout ça, parce que le jour où vous allez devoir le défendre publiquement, soit devant vos salariés, soit devant un journaliste, vous avez un petit peu compris ce dont on va parler. Quelques idées reçues. Alors rapidement sur les exercices cyber. Un exercice cyber, c'est trop technique. Je ne peux pas mobiliser la direction générale si je suis dans une entreprise où la direction n'est pas technophile ou technique. Faux. On l'a dit dès le début. Par abus de langage, on dit crise cyber. Non, crise d'origine cyber. La crise, elle est dans l'entreprise, dans l'organisation. Les dirigeants doivent être là. Même si la personne ne fait qu'être passive, écouter, essayer de comprendre, c'est elle qui va acter et c'est surtout elle qui va prendre la décision et qui, in fine, fait porter le risque à l'entreprise. Donc c'est cette personne qui doit être présente pour décider. Et surtout, cette personne, c'est souvent la seule qui a une vue extrêmement transverse et qui peut décider, sait-on jamais, de dire là en fait on a l'entrepôt qui est en train de brûler. Non, on n'essaye pas d'aller sauver l'entrepôt, de se jeter dans le bâtiment en flammes pour sortir 3 véhicules. On accepte. On le laisse finir de brûler, reconstruisons plutôt le plus vite possible l'autre, plutôt que de perdre du temps sur ça. Là, l'équipe technique, elle serait en folie. Non, mais il faut essayer de bloquer. C'est pas grave. Et ça, la décision, souvent, n'ose pas la prendre. C'est qu'un dirigeant, ou en tout cas un mandataire social qui va oser et prendre le risque de faire ça. La deuxième, souvent, on entend que pour bien se préparer à la crise cyber, il faut déjà être mature en cybersécurité, il faut déjà avoir fait plein de choses, alors que presque au contraire, puisque si vous êtes très mature en cybersécurité, il y a peu de chances que vous subissiez une crise cyber majeure, puisque vous y êtes bien préparé. À l'inverse, si vous avez justement un niveau de maturité plutôt faible, il y a quand même des vraies chances que ça vous arrive. Donc, d'autant plus d'intérêt de se préparer à la crise, puisqu'on n'a peut-être pas tout à fait fait le nécessaire en amont. Et ça peut aider aussi à sensibiliser un petit peu tout le monde, à faire comprendre qu'est-ce qui se passe dans une crise cyber. Évidemment, on ne va pas faire un exercice du même niveau de complexité en fonction de la maturité de l'entreprise, mais par contre, ça permet déjà que tout le monde, à un moment, alloue du temps à la réflexion de tiens, qu'est-ce que c'est une crise cyber, qu'est-ce que je ferai le jour où ça arrive. Donc on est bien d'accord, cet après-midi, 14h, tout le monde réfléchit. Voilà. Qu'est-ce que j'ai plus d'informatique. Et si on en a déjà fait une, c'est ce qui se passe aussi des fois, on nous dit souvent non mais on en a déjà fait une il y a tant de temps, ou voilà. Déjà tout simplement, des fois les personnes qui étaient là ne travaillent plus dans l'entreprise, sont parties à la retraite, sont en arrêt maladie, donc il faut les refaire régulièrement. Même principe que la sécurité incendie. Puis nos bâtiments peuvent changer de configuration. On a peut-être fait l'acquisition d'une autre société dans le groupe entre-temps. Eux, ils ne l'ont pas vu ou ils n'ont pas le même langage. Et puis tout simplement, plus on le fait, plus on prend de réflexes et plus on va penser à des nouveaux éléments qu'on aurait oubliés. Petite anecdote. Voilà, on peut en profiter pour aller plus loin, pour faire des scénarios plus compliqués, parce que souvent on démarre avec des choses simples. Mais Petite anecdote, un client, on se rend compte pendant l'exercice que il suffit d'aller dans la salle B4 et couper les systèmes. Et là, il y a l'autre qui dit elle n'existe pas la salle B4. Bah si, c'est la salle qui fait les serveurs. Non, elle s'appelle, c'est la salle Pégase. Bah non. Et en fait, ils n'étaient pas d'accord parce qu'il y avait les plans de sécurité incendie qui disaient une certaine nomenclature, mais en interne, tout le monde l'appelait différemment. Bah, ils se sont rendus compte de ça. Mais s'ils n'avaient pas refait l'exercice,
cette année, enfin, ce moment-là ne serait pas arrivé. En plus, ils pensaient être matures, ils avaient un cahier imprimé. Voilà, il faut débrancher ce câble dans la salle, machin. Et en fait, toutes les personnes qui devaient aller débrancher le câble ne savaient pas où était la salle en question. Et ça pensait être bien, hein, mais au moment de le jouer, c'était pas fonctionnel. Grand établissement de santé, ils sont extrêmement préparés aux crises, les plans blancs, etc. Mais ça, c'est vrai que ils le font pas assez souvent. Parce que c'est pas obligatoire aussi, mais bon, eux, ils en ont pris conscience et ils l'ont fait. Il n'y a pas de réglementation stricte sur l'exercice de crise aujourd'hui, c'est pas très clair, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Enfin, pour compléter, je ne me sens pas concerné par la menace, j'ai pas besoin de m'entraîner. On l'a dit à un moment, vous pouvez déjà être un vecteur pour quelqu'un d'autre, donc si vous ne le faites pas pour vous, à la rigueur, faites-le pour les autres. Si ça ne vous suffit pas, faites-le parce que c'est obligatoire et que vous risquez d'avoir c'est obligatoire de se sécuriser correctement. Et dans certains cas, on pourrait vous le reprocher. Donc même si vous n'y croyez pas, au moins vous pourrez dire « je l'ai fait, je suis que moins responsable ». Il y en a qui raisonnent comme ça, pourquoi pas. Et parfois, l'exercice fait sortir, comme on l'a dit, des risques auxquels on n'avait pas pensé. Et enfin, votre assurance, très souvent, c'est comme le contrôle technique automobile, va vous dire, mais attendez, si vous ne faites pas ça, c'est pas obligatoire dans la loi d'avoir des barreaux aux fenêtres ou d'avoir une alarme. Mais si vous voulez que votre assurance habitation vous couvre sur le cambriolage, il le faut. Et l'assurance, elle viendra vérifier après coup si le préjudice est élevé, donc il vaut mieux avoir fait les choses correctement. Nos systèmes sont suffisamment sécurisés, ça va à peu près avec le même principe, j'ai pas besoin de le faire. C'est comme si nous, on se disait, on va pas faire de crise cyber, on est une société de cyber, évidemment, on est sécurisé. Alors, a priori, on est quand même pas trop mauvais en cybersécurité, mais ça veut pas dire qu'il faut pas anticiper la crise pour autant, parce que le risque zéro, il n'existe pas, et potentiellement, ça sera pas la même par rapport aux différents sujets. L'exercice est long, c'est complexe, il faut au moins 1 an de préparation. C'est comme la sécurité incendie, on peut faire quelque chose de simple et on peut faire quelque chose de partiel. Il faut surtout penser à ça. On peut très bien commencer par un exercice qui ne simule que la perte d'un logiciel, la perte, la compromission via un certain prestataire. On démarre par là, on se fait la main. Ça sera toujours ça de prix le jour où il y a la crise, parce que peut-être ça va tomber dessus. Si ça tombe à côté, tant pis, mais en tout cas, si on fait ça et qu'on fait évoluer chaque trimestre, tous les 6 mois, en général, tous les trimestres, si on en a les moyens, c'est idéal. On peut faire un système rotatif où on teste certains systèmes. On va rarement tester l'intégralité en une fois, c'est très compliqué. Et puis vous n'arriverez, le jour où il y aura une crise, ça sera le scénario que vous n'avez pas spécialement anticipé, mais vous aurez déjà tous les bons réflexes et anticipé tout ce qui va autour. Donc au final, gérer l'imprévu sur cette partie-là, ça sera plutôt facile parce que tout est plutôt bien géré. Je vous propose pour terminer une petite séance de questions-réponses. Allez. Ouais, en sachant que vous avez déjà répondu à beaucoup de questions. Vous avez largement éclairé. Il y a peut-être, notamment sur les guides de référence, sur lesquels il faudrait vraiment s'appuyer. Ceux de l'ANSSI. On va dire qu'aujourd'hui, l'ANSSI a fait un tellement bon travail de compilation, ou en tout cas de référencement. L'ANSSI va aussi vous donner des liens vers d'autres guides, des fois, qui sont faits par des industriels ou des groupements plutôt orientés transport, plutôt orientés santé. L'ARS a des très bons guides aussi. L'ANSSI, sur leur site, cyber.gouv.fr, a énormément de guides, notamment des guides non techniques, qui sont pour les dirigeants, ou alors les 42 bonnes pratiques, guides d'hygiène que je peux appliquer. Ça, vous le faites vous-même en interne si vous avez un référent ou via votre prestataire. Challengez-les là-dessus. Est-ce que déjà ils sont au courant que ça existe? Ça vous donnera aussi une idée de la maturité. À quel coût s'attendre? Alors, on en a parlé avant de venir. Les coûts vont être multiples. Bien sûr, il y a les coûts de vos prestataires. Si vous travaillez avec des prestataires, les coûts des prestataires, imaginez que c'est comme un prestataire cyber, c'est du juridique ou de la comptabilité. C'est du temps passé, c'est de l'humain. On est dans des ordres de grandeur. On coûte le prix d'un carrossier, en fait, si on vérifie. Ça va être des fois 100 € de l'heure, mais en réalité, c'est quelques centaines d'euros par jour. Mais les coûts sont généralement pas tant liés à la gestion de la crise, c'est plutôt l'indirect, c'est votre masse salariale, c'est la perte d'activité, c'est ces coûts-là qui sont très durs à chiffrer selon vos activités. La BAC, c'est entre 1 000 et 10 000 € par salarié. C'est une moyenne un peu qu'on a retrouvée. Bien sûr, si votre activité, c'est quelque chose d'extrêmement sensible dans l'aérien, ça vous coûtera peut-être plus cher, mais on est souvent dans ces ABAC-là. Un grand magasin qui s'était fait pirater ses boutiques avec plein de sites physiques, ils en étaient à 5 à 10 millions à 1 an après, de coûts. Ça commençait à faire, sans compter la perte d'image.
la PME de 100 personnes, c'était 700 000 €. Et des fois, c'est des coûts qui vont être 10 000 € sur l'incident. C'est déjà 10 000 € quand même. Et Alex, c'est quoi le nécessaire vital? Quel nécessaire vital? Pas évident, non, c'est surtout d'avoir les contacts, les bonnes pratiques, peut-être les quelques fiches réflexes, tout ce qu'on a pu préparer, de l'avoir disponible quoi qu'il arrive, même quand le système ne fonctionne pas. J'ai tout préparé, j'ai un assureur cyber et ainsi de suite. Et au final, la personne qui se retrouve en crise se dit « Je crois qu'on a un assureur cyber, je ne sais plus le nom de l'assurance, je ne sais plus la société, et du coup, je ne peux pas facilement trouver les contrats et les informations. » C'est dommage. Donc, surtout préparer ces éléments-là. Comment je prends contact avec toutes les personnes? Est-ce que j'ai les numéros de portable des personnes qui composent ma cellule de crise? Est-ce que j'ai le numéro de mon assureur? Est-ce que j'ai ces informations clés? Parce que déjà, ça me permet de lancer rapidement une cellule de crise, les bons éléments de communication. Et puis après, si on a des outils et d'autres choses, c'est encore... Tu as dit le mot clé. Ça me fait penser à une chose de bête, mais il y a eu le cas, c'est pas du tout nous qui l'avons géré, une grosse société américaine très connue. Dans la crise, ça a bloqué leur système de contrôle d'accès du bâtiment. Et il leur a fallu 4 heures, c'était le temps de sécurité, pour pouvoir désactiver l'ouverture de la porte du service. Ça peut être des détails qu'il faut anticiper. Et on peut avoir des contrôles d'accès qui restent ouverts quand il y a le système de contrôle d'accès s'est fait pirater et ne fonctionne plus. Dans ce cas, il faut peut-être des vigiles parce qu'ils vont rester ouverts, ou à l'inverse, ils restent fermés. Et dans ce cas, on n'a pas accès aux infrastructures informatiques qu'on souhaitait accéder parce que la salle serveur est fermée. Voilà. Et du coup, on a l'air bête. Donc, existe-t-il des organismes qui peuvent accompagner justement les entreprises? Alors, en région, on va dire Occitanie, il y a déjà des initiatives publiques, en tout cas financées par de l'argent public, notamment CyberOc, comme l'Occitanie. C'est des associations qui sont gérées par la région, enfin indirectement, et qui vont vous mettre à disposition sur leur portail web, cyberoc.fr, un ensemble de ressources techniques, de préparation, mais également des contacts de prestataires, généralement locaux, et les contacts, on va dire, des services de l'État qui pourraient être nécessaires. Sinon, bien sûr, dans les organismes d'aide, il y a des sociétés spécialisées, on en fait partie, mais il y en a beaucoup d'autres qui existent en France. Et vous avez, dans certains cas, votre assureur qui lui-même, si vous êtes assuré, va vous proposer une liste de prestataires, tout comme quand vous venez d'avoir un carambolage, vous allez dans la carrosserie qui est agréée par votre assureur, il peut vous en proposer certains. Donc c'est souvent cela qu'on... Et selon le secteur d'activité, il y a aussi un CERT sectoriel qui peut exister, par exemple le CERT santé. Oui. Donc si vous êtes dans l'activité santé, il faut sûrement que vous êtes déjà au courant, il faut les prévenir, et ils peuvent aussi fournir une aide pour les personnes qui sont dans ce secteur. Ça me fait penser au terme CERT. Alors CERT, c'est un mot, c'est un acronyme anglais, donc Computer Emergency Response Team. C'est l'acronyme un peu barbare qui est, c'est un peu l'équipe des pompiers, enfin des pompiers. C'est plutôt l'ambulance qui arrive sur place sur les premiers lieux. Ils sont là pour vous aider, vous appelez le SAMU. Et d'ailleurs, CyberOc va gérer aussi un CERT régional qui est mis en disposition. Dans chaque région de France, normalement aujourd'hui, il y en a un. Ils sont là pour vous guider, vous les appelez, c'est gratuit. Complètement gratuit, il n'y a aucun souci, c'est à disposition plutôt des entreprises à la base. Il y a aussi cybermalveillance.gouv.fr qui est un portail plus orienté particulier. Les entreprises peuvent aussi y aller, mais maintenant on les redirige beaucoup vers les CERT régionaux. Et il y a, comme disait Alexandre, des CERT par secteur qui, eux, vont avoir aussi la compétence de discuter avec les ministères peut-être de tutelle ou avec d'autres pays étrangers quand, imaginez le transport, ben oui, bien sûr, transport aérien, c'est international. Les obligations légales en tant que dirigeant, tu es dirigeant aussi. Non, mais voilà, de bien faire toutes les déclarations, enfin voilà, porter plainte, suivre tous les dispositifs légaux associés. Pensez DPO, votre Data Protection Officer, votre référent, on va dire, pour tout ce qui est RGPD. Notifiez-le, demandez-lui conseil. Vous pouvez aussi contacter des cabinets d'avocats spécialisés. Certains dans la région, on travaille avec un, je vais citer le nom, s'appelle Simon Associés. Ils sont pluridisciplinaires et ils ont vraiment ces secteurs-là prévus. Ils peuvent vous préparer en fait tout un petit cheminement légal et juridique, en amont, mais aussi des fois un peu en mode crise, alors s'ils sont disponibles. Et sur la partie légale du dirigeant, il ne faut pas oublier que oui, c'est une personne morale, responsabilité limitée, mais selon l'impact que ça peut avoir derrière, c'est très rare, mais dans le monde cyber, il y a des fois l'accès à du monde physique qui va être dedans. Imaginez un aiguillage de train. Si ça va plus loin dans la crise ou que la publication des données a amené à des impacts physiques, on a eu un
un retour d'expérience à Lyon, une société. Ils ont eu une cyberattaque. La personne qui a été, on va dire, à l'origine de la compromission, la salariée qui avait cliqué pour autoriser la menace, s'est suicidée plusieurs mois plus tard. Parce qu'elle avait été licenciée, faute, etc. Donc, ça peut aller très loin. Et là, dans ce cas-là, il y a une responsabilité légale, mais il y a aussi une responsabilité éthique et morale qui va beaucoup plus loin là-dessus. Nice 2, on l'a rapidement évoqué tout à l'heure, si tu veux mettre un petit mot dessus. C'est un petit peu, on va dire, les mêmes principes qu'on va retrouver dans du RGPD, c'est-à-dire des obligations de mettre en place un certain nombre de mesures de protection, mais plus seulement sur la donnée personnelle, et qui vont concerner à partir d'entreprises d'une certaine taille et de certains secteurs d'activité. Donc ça va quand même pas mal élargir les obligations légales pour beaucoup de sociétés. Mais après, on retrouve des choses assez similaires à ce qu'on pouvait Mise avoir. en application 17 octobre 2024, pouvoir de sanction de l'ANSSI, un petit peu comme la CNIL, ça pourrait aller sur potentiellement plusieurs dizaines de millions. L'Europe a imposé des sanctions minimales qui doivent être transposées dans les droits des États, donc ça pourra être, c'est encore en cours de transposition en France, il y a certains ajustements qui sont faits. Ça va s'appliquer aux entreprises, mais aussi à des collectivités locales. C'est là où ils sont en train de discuter des seuils de nombre d'habitants par commune sur lesquels ça s'applique. Nice 2, le RGPD sans la notion de données personnelles, avec des sanctions de l'ANSSI. Donc on se doute bien que l'ANSSI, elle édite aussi des guides de référence, elle va se baser là-dessus pour savoir si vous avez respecté les bonnes pratiques ou pas. Alors, qu'est-ce qu'une assurance cyber? C'est une assurance, comme toute assurance, mais qui va être là pour couvrir la perte d'activité et les coûts liés directement à la crise cyber. Évidemment, c'est une assurance, donc elle va vous imposer un certain hygiène et d'avoir respecté des bonnes pratiques. Si vous n'avez pas fait le nécessaire sur votre véhicule ou votre protection contre les cambriolages à la maison, évidemment, le jour où vous avez un incident, ils vont trouver une excuse pour ne pas vous rembourser. Donc, généralement, ça vient avec le fait d'imposer un certain nombre de bonnes pratiques de cybersécurité. Et si jamais vous les respectez, vous pouvez évidemment être assuré. L'assurance ne paye pas les amendes, aucune amende, ce n'est pas légal pour elle, et ne paye pas les rançons. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, il y en a qui le faisaient ou qui voulaient le faire depuis très très peu de temps, même si l'État dit ne paye pas les rançons. On a des fois des entreprises qui l'ont fait, même l'État leur a dit, c'est vrai que là, on est un peu embêté, donc ça s'est fait. Aux États-Unis, il y avait le FBI qui recommandait de payer à une époque, dans certains cas précis. Aujourd'hui, se sont à peu près mis d'accord au niveau international, enfin beaucoup de pays occidentaux, pour essayer de ne pas payer, sauf cas très spécifiques, et c'est pas vous qui allez prendre cette décision dans tous les cas si ça doit arriver, c'est l'État qui le fera. Et puis, il ne faut pas que les attaquants sachent que si il faut une attaque, ils vont être payés à chaque fois. S'il y a une assurance, ça va juste être le système, non mais je suis assuré, c'est pas grave, je paye, et ça va juste faire une boule de neige qui s'auto-alimente. Que vérifier sur mes contrats avec mes prestataires aussi? Ça va être de vérifier dans quelle mesure ils peuvent m'assister en cas de crise cyber, dans quelle mesure ils peuvent m'aider à reprendre. Si vous avez par exemple un logiciel métier bien spécifique où c'est le prestataire qui doit le réinstaller, est-ce qu'il a des engagements à le réinstaller dans un délai court ou à intervenir pour vous aider à le réinstaller de manière à ce que vous puissiez reprendre l'activité. Voilà. Est-ce qu'il y a un petit peu ce type de clause-là, comment dans la crise, je vais avoir besoin de mon prestataire ou mon prestataire va être impacté ou va m'impacter. Et est-ce que ça, c'est prévu contractuellement? On peut aussi lire la question à l'envers sur mes prestataires, des fois, qui ont des accès chez moi. Est-ce qu'eux aussi s'imposent certaines règles? Est-ce que moi, j'ai le droit de vérifier qu'ils appliquent certaines règles, d'aller tester la sécurité de ces prestataires? Nous, on est souvent sollicité pour éprouver la sécurité d'un éditeur de logiciels de comptabilité par un grand client qui veut choisir ce logiciel-là. Ça va dans les deux sens, bien évidemment. Et enfin, on va dire, si un jour ça m'arrive, comment je m'organise? Normalement, si vous êtes bien préparé, ça devrait être logique, ça coule de source. On prend toujours quelques heures pour bien réfléchir à tout ça. On s'entoure, on récupère le maximum d'informations au début pour savoir les premiers instants dans quelle direction on part, et ne pas hésiter à se challenger quand même sur une action qu'on aurait prise. Dans les premières heures, peut-être qu'on est parti du mauvais côté. Il faudra peut-être en fait virer de bord. Là-dessus, c'est délicat, mais rassembler les gens et communication interne, j'entends. Bon, et nous, si jamais, comment on est déjà intervenu, je pense qu'on en a parlé, on intervient malheureusement des fois quand c'est trop tard. On fait ce qu'on peut chez le client, on l'aide, on va essayer de coordonner avec ses prestataires, on va essayer d'apporter des solutions
techniques en tout cas ou technologiques, mais surtout des bonnes pratiques, des petites astuces qu'on a pu voir. On a nous aussi des contacts d'autres partenaires. Et après, sinon, quand on intervient dans un monde idéal, c'est en amont. On travaille avec les entreprises, donc entre 5 et 15 000 euros l'année. On peut donner des idées pour une PME pour faire cette préparation de crise. C'est des ateliers, c'est des outils qu'on met à disposition. Ça va être trimestriel, ça va être mensuel, ça va être avec des équipes dirigeantes. On va les aider à vivre une crise, ou en tout cas simulacre de crise dans certains cas, parce qu'on ne peut pas s'adapter toujours spécifiquement, mais pour mieux préparer ça. Et après, si vous avez une activité plus sensible, c'est des fois plusieurs prestataires qui vont intervenir selon le secteur. En période de crise, des sociétés comme la nôtre, on arrive avec des compétences techniques sur la crise cyber, mais si vous n'avez rien préparé, on n'est pas magicien. Par contre, quand un client a bien préparé, avec l'équipe technique qui maîtrise, ça peut donner une très belle efficacité. Au final, un retour à la normale avec un impact qui est plutôt limité. Donc, c'est possible de repartir, mais ce n'est pas parce que j'aurai un prestataire qui interviendra le jour J, je n'ai pas besoin de me préparer. Le prestataire ne sera pas magicien non plus. Voilà. On espère que ce n'est pas trop anxiogène. Il faut quand même se rappeler que les crises, ce n'est pas non plus tous les matins. Si vous avez des sauvegardes, que vous avez mis en place déjà les quelques premières briques du bas de la pyramide qu'on a vu tout à l'heure, vous devriez déjà pouvoir repartir. Pour le reste, ça reste quand même un risque à ne pas négliger. C'est au premier rang des risques des assurances l'année dernière, c'était la cybersécurité. Merci en tout cas à vous pour l'accueil. Beaucoup. Nous arrivons à la fin de ce live et nous vous remercions vraiment pour ces échanges qui auraient pu durer encore des heures. On s'en passionnait. Donc merci et on espère qu'on a pu vous sensibiliser, vous donner quelques clés sur la nécessité de prendre en compte la gestion de crise d'origine cyber. Et comme l'a dit Benjamin Franklin, la crise est l'occasion de se rappeler l'importance de la préparation. Voilà, vous aurez bientôt le live disponible sur la chaîne YouTube de la Banque Populaire du Sud, ainsi que les liens vers les organismes dont nous vous avons parlé aujourd'hui. Merci à tous. Merci.